À parler d'agriculture avec lui, on passerait des journées entières sans s'ennuyer. Tellement il a parfaite maîtrise du domaine et il sait en faire des projections, clament ses partisans. Il faut dire que si son discours, jusqu'à hier encore, a captivé les masses paysannes lectrices du journal La Voix du Paysan, aujourd'hui il se fait distinguer à travers le CRAC, croire au Cameroun cette formation politique à travers laquelle il entend donner à manger aux Camerounais qui ont faim. Mesdames, Messieurs, amis spectateurs, merci de rester avec nous. Merci d'être encore connectés ce jour sur AAW TV Politics. Voici votre programme Face aux internautes, un rendez-vous hebdomadaire qui vous permet d'émettre votre avis sur une question d'intérêt général soulevée par l'un des candidats en course à quelconque élection qui sera organisée cette année au Cameroun. Il peut être question d'une élection législative, municipale ou la présidentielle. Lui, il s'appelle Bernard Djonga. Il nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation à lui adresser par AAW TV Politics. C'est pour être face aux internautes. Monsieur, bienvenue sur ce plateau. Merci. Il faut dire que vous avez parcouru du chemin. Vous êtes donc le leader du CRAC aujourd'hui. Hier encore, vous étiez avec l'ACDIC. Oui, tout à fait. Je suis encore même toujours avec l'ACDIC. Parce que voyez-vous, lorsque nous étions à l'ACDIC, en tant qu'acteur de la société civile, notre rôle et notre travail consistait à se battre contre tout ce qui pouvait gêner à l'intérêt associatif, à l'intérêt collectif. C'est ce que nous avons fait par le passé. Bon, vous vous souvenez de la campagne contre le poulet congelé. Vous vous souvenez de la campagne contre la corruption au niveau du ministère. Il nous est même arrivé d'évaluer les ministères pour faire en sorte que ces ministères soient tenus proprement. Donc, dans la société civile, notre rôle consistait donc à être de manière directe dans l'intérêt des populations. Évidemment, après 30 ans à jouer dans la société civile, on a vite fait de constater, moi le premier, que la solution aux problèmes que rencontrent la plupart des Camerounais est éminemment politique. C'est au niveau du politique que se trouve la solution aux problèmes. Et on s'est décidé de faire le pas en politique. D'où le slogan que vous avez, après 30 ans de lutte citoyenne, je continue. Tout à fait. Je continue à défendre les intérêts collectifs à un autre niveau. Parce que voyez-vous, quand je suis sorti d'école, peut-être on aura le temps d'y revenir. J'étais fonctionnaire, je suis passé par le Sahel. Le Sahel m'a permis d'atteindre un niveau, un palier en ce qui concerne la défense des intérêts des producteurs. De ce palier, j'ai compris qu'il fallait créer une association qui puisse permettre de mobiliser les citoyens pour pouvoir défendre leurs intérêts. C'est le cas du poulet congelé, par exemple. J'ai laissé le Sahel pour créer l'ACDIC. Et avec l'ACDIC, maintenant, comme je venais de vous le dire, Parler d'agriculture avec lui, on passerait des journées entières sans s'ennuyer. Tellement il a parfaite maîtrise du secteur et il sait en faire des projections, clament ses partisans. Et si son discours a captivé les masses paysannes, lectrices des colonnes du journal La Voix du Paysan hier, aujourd'hui il s'est fait distinguer à travers le CRAC, croire au Cameroun cette formation politique à travers laquelle il entend donner à manger aux Camerounais et qui clame haut et fort ont faim. Mesdames, Messieurs, amis web spectateurs, merci de nous accorder encore votre préférence. Merci de regarder Face aux internautes. C'est votre programme hebdomadaire qui vous permet d'émettre votre avis sur une question d'intérêt général soulevée par l'un des candidats en course à quelconque élection en cours d'organisation dans ce pays, le Cameroun, en cette année 2018. Lui, il s'appelle Bernard Djonga. Il nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation sur AAW TV Politics. C'est pour être face aux internautes. Monsieur, bienvenue sur ce plateau. Merci et je transmets aussi mes salutations à tous les internautes qui nous suivent actuellement. On dit, vous, hier à l'ACDIC, aujourd'hui le CRAC, et à travers le CRAC, vous dites croire au Cameroun, vous êtes là pour susciter l'espoir
On est bien curieux de savoir comment. Non, écoutez, le cheminement que vous avez eu à décrire, qui est le mien, vous savez, je suis ingénieur agronome. Donc, je suis dans la terre depuis la formation et je dirais même depuis la naissance. Puisque, peut-être ce n'est pas encore le lieu de le dire, mon père était pasteur, ma mère était ménagère. C'est l'une des questions sur J'ai grandi en accompagnant ma maman au champ. Après, j'ai eu la chance d'avoir le concours de l'INSA. Je suis ingénieur agronome du genre. Je connais le milieu rural, je connais la technique de production agricole, à la fois de manière séculaire et puis de manière estudiantine, je le connais. Alors, du Sahel, je suis parti à l'Agdic. Voyez-vous, parti à l'Agdic pour la raison essentielle que lorsqu'on était au Sahel, on a constaté que l'accompagnement technique qu'on apportait aux paysans ne pouvait pas suffire. Parce que lorsqu'on était en milieu rural, en train de gratter la terre avec les paysans, on ne réalisait pas que les décisions qui nuisent à la vie des paysans se prenaient en ville. Ce qui nous a rapidement fait comprendre que le paysan ne vivait pas que de pain. Néanmoins, on a compris cela avec la campagne que nous avons engagée contre le poulet congelé, laquelle campagne nous a permis de créer notre structure qui est l'ACDIC, qui consistait à mobiliser le plus grand nombre de Camerounais pour lutter contre les importations de poulet congelé au Cameroun. Et du coup, on a envie de vous demander, hier c'était dans l'ACDIC, aujourd'hui on est avec le CRAC. Où se situe la différence? Comment peut-on comprendre ce revirement des leaders de la société civile hier à hommes politiques aujourd'hui? Oui, mais écoutez, quand nous on était à l'ACDIC, même si je le suis encore, je vais y revenir tout à l'heure, on pensait qu'il y avait une différence nette entre le milieu associatif, donc la société civile, et le milieu politique, donc la scène politique. Nous, on avait ça en tête comme idée. Ce qui fait que notre plaidoyer, pour la plupart des temps, consistait à faire la pression sur les politiques pour qu'ils assument un certain nombre de responsabilités allant dans le sens du bien-être de nos concitoyens. Ça, c'était notre rôle à nous. Donc, faire le plaidoyer. Mais à un moment donné, après 30 ans de plaidoyer auprès des politiciens, nous avons réalisé qu'en réalité, la solution aux problèmes que rencontrent les Camerounais est éminemment politique. Donc, c'est au niveau du politique que se trouve la vraie solution à ces problèmes. Alors, si pendant 30 ans, nous avons eu à plaider auprès des politiques sans avoir les réponses de manière forte par rapport aux problèmes que nous posions, on en finit toujours par se dire, écoutez, ceux qui sont les politiciens, ils ne sont pas plus camerounais que vous et moi. Donc, on a décidé de faire le pas en politique pour essayer de voir si c'était possible d'avoir le pouvoir politique qui peut nous permettre d'implémenter de manière directe les solutions que nous proposions aux politiques quand nous étions acteurs de la société civile. Et c'est ça qui nous a décidé à faire le pas en politique. Et du coup, vous avez le slogan de votre livre, après 30 ans de lutte citoyenne, je continue. Écoutez, dans ma nature, j'ai toujours lutté. Même quand j'étais avec ma maman, quand on allait au champ, mais on se battait avec les herbes, on se battait avec la houe, on se battait. Quand je suis sorti de l'école, on m'a affecté à l'IRAD de commission. J'étais chercheur, appelé à être chercheur. J'ai abandonné la recherche, j'ai démissionné de la fonction publique. Il faut que vous le sachiez. Ça, pour créer. Ça, c'est l'un des points sur lesquels nous avons d'accord. Tout à l'heure. Le temps de rappeler donc à tous les internautes qui viennent de se connecter, qui sont sur AAW TV Politique. Le programme s'efface aux internautes. Et leur rappeler également qui vous êtes en quelques lignes. En fait, vos partisans vous connaissent comme quelqu'un qui a toujours qui a toujours penché pour le bien-être des populations rurales et exproprié par les exploitations agricoles des multinationales, comme celui-là même qui défend sans vergogne ses amitiés avec l'artère mondialiste français Joseph Bové. Il a toujours dénoncé les détournements des fonds dans plusieurs filières, notamment la filière maïs, ou l'introduction des OGM, entendons ici organismes génétiquement modifiés, lorsqu'il dirigeait l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, en abrégé ACDIC, candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, sous la bannière du CRAC. Il estime les questions politiques trop complexes. Il ne veut donc pas le pouvoir, bien qu'il soit en course à la magistrature suprême. Il choisit l'essentiel, se limiter à la lutte contre la faim à travers le développement de l'agriculture. Voilà un peu comment est-ce qu'on vous définit, M. Benandjonga. Et la question est de savoir, la toute première, qu'est-ce que vous entendez par altermondialisme et la coïncidence salvatrice dans la politique agricole que vous posez et que vous proposez d'implémenter alors que l'économie mondiale elle-même est un tout? Bon, écoutez, quand vous parlez d'altermondialiste, il s'agit des règles qui sont définies au niveau mondial. C'est le cas de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça se situe au niveau mondial, un ensemble de règles qui sont établies. Oh, mais voyez-vous, quand on jette un regard sur ces règles, on a vite fait de constater que ces règles bénéficient à une frange de la population et nuisent à une autre frange de la population. Or, le malheur faisant que la frange de la population qui bénéficie de ces règles, c'est une frange infime, très infime,
alors que la majorité ne bénéficie pas de cette frange. Donc, par altermondialiste, il faut comprendre ceux qui, à défaut de s'opposer à ces règles, mais essayent de proposer ou bien essayent de pousser à ce qu'il y ait un rééquilibre dans la définition de ces règles. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de l'Organisation mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. Et ceci, souvenez-vous bien, c'est dans le cadre de la campagne que nous avons menée contre l'importation de poulets congelés au Cameroun. Lesquelles importations partaient des pays riches pour arriver ici au Cameroun. Non seulement détruire la filière avicole locale, mais détruire les emplois locaux, mais aussi, ce qui n'est pas moindre, donner le poulet de mauvaise qualité à consommer aux consommateurs. Ça, c'est les problèmes pour lesquels on s'est élevé contre le poulet congelé. Et notre bagarre, si vous me permettez le terme, notre bagarre contre le poulet congelé est allée jusqu'à nous amener dans les sphères de l'OMC. J'ai commencé avec l'OMC, c'était à Hong Kong. Et puis, depuis le Uruguay Drone, j'ai commencé mes amitiés avec José Bové, puisque vous avez fait allusion à José Bové. Et c'est quelqu'un qui est d'abord un ami, avec qui on a les mêmes convictions, et qui a beaucoup participé au lieu que nous avons engagé ici au Cameroun. Bové a de beaucoup été dans la victoire de la lutte contre le poulet congelé ici au Cameroun. Même avec les affaires sur la grippe aviaire. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc vous avez tout compris. Donc c'est quelqu'un qui nous a aussi beaucoup aidé. Et le fait qu'on mène ces luttes-là contre les règles qui sont établies par les organisations internationales, les organisations mondiales, font en sorte qu'on puisse nous qualifier d'acteurs mondialistes. C'est-à-dire ceux qui proposent autre chose aux règles établies sur la scène mondiale. Et José Bové et moi, nous faisons partie de cela sur le plan international. Il faut dire que dans votre démarche, vous voulez la présidence, mais vous refusez le pouvoir. Cette imagination n'est-elle pas en contradiction avec le terrain politique dans lequel vous voulez évoluer? Non, arrêtez ça. Mais Ndionga que vous avez devant vous, moi je ne joue pas le terrain politique tel que vous avez écrit dans le livre, mais absolument pas. Et si vous me regardez très bien, même dans ma manière de faire, je suis un politicien différent que ceux que vous avez sur la scène politique. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je l'ai dit, et je profite de votre micro pour le redire ici. Ndionga, en tant que personne, je suis entré en politique par révolte. Il faut qu'on se comprenne très bien. C'est par révolte. Je n'étais pas à la limite fait pour être politicien. Vous voyez. Alors, et ce n'est même pas par opportunisme. Parce qu'il faudrait que je vous rafraîchisse la mémoire. En 2011, lors des élections présidentielles de 2011, Ndionga, avec l'ACDI, nous avons proposé un pacte à ceux qui étaient candidats. Nous n'avons pas cherché à être candidats. On était acteurs de la société civile. Et le pacte consistait à demander à chaque candidat de signer dans une proposition qu'il devait s'engager à mettre en application ce que nous avons proposé pour le développement rural. Et vous voyez là où je commence. Malheureusement pour nous, des 23 candidats en liste, il y a 4 candidats qui ont refusé de signer. Et on n'a pas eu de chance. Celui qui a été élu, le président Paul Biya, était parmi les 4 qui n'avaient pas signé le pacte. Vous voyez? Et du coup, toutes nos propositions dans le pacte vont dans l'eau. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons ceci. Comme nous avons proposé quelque chose pour révolutionner la production chez nous, et que le candidat à l'élection présidentielle n'a pas pris, nous l'avons proposé aux candidats. Nous allons reconnaître un autre projet que nous ne proposons plus aux candidats à l'élection présidentielle, nous proposons aux Camerounais. Et c'est dans ce sens que vous voyez, si vous pouvez voir ce document, c'est dans ce sens que nous avons commis les 40 mesures pour révolutionner le développement du Cameroun par l'agriculture et en 5 ans. Et cette fois-ci, c'est important que je puisse vous le dire, on ne présente plus ce projet aux candidats à l'élection présidentielle. Nous le présentons aux Camerounais. Et nous assumons ce projet dont nous devenons candidats aux yeux des Camerounais. Alors, c'est là où il faut nuancer. Quand nous entrons en politique, nous ne visons pas le pouvoir en tant que tel. Et je vous le dis ici, ce n'est pas étudier qui nous intéresse quand nous entrons en politique. Si vous permettez, nous entrons en politique parce que nous voulons une force pour implémenter ce projet. Donnez-nous les moyens de mettre ce projet en application. C'est ce que nous voulons à l'heure actuelle. Quels moyens vous allez nous donner? On attend que vous puissiez décider. Est-ce qu'on se comprend très bien? Puisque nous sommes face aux internautes, oui. Voilà que les premières questions ont commencé à arriver. C'est vrai que ce n'est pas le temps, mais ça brûle sur les lèvres de quelqu'un là-bas qui voudrait comprendre. Comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui candidat à une élection présidentielle et ne pas vouloir le pouvoir? Les Camerounais qui disent qu'ils ne peuvent pas être naïfs voudraient quand même savoir. Mais non, écoutez, d'un point de vue... Ce n'est pas une campagne pour être quand même président, peut-être pour une association paysanne ou quelque chose. Mais non. Accepter qu'on peut être candidat rien que pour avoir
un strapotin pour présenter un projet. Je veux vous dire, ce que le CRAC recherche aujourd'hui, c'est d'amener le maximum possible de Camerounais de comprendre que notre développement passe par la chose agricole. Si d'où le croire au Cameroun. Ça veut dire que si on comprend, vous êtes là tout simplement à la quête de peut-être un poste ministériel. Mais non, oubliez ça. Limiter votre champ. Non, oubliez ça, ne revenez pas sur ce problème. Je vous l'ai déjà dit sur d'autres plateaux et je vous le redis. On m'a proposé maintes fois le poste d'être ministre de l'Agriculture, j'ai refusé. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et je l'ai dit très souvent sur les plateaux. Mais je dis ceci. Et vous pensez que... Ça dit que vous avez, quand on regarde les 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans, quand on regarde, à vous écouter, vous arrivez, parce que hier, vous avez défendu, ou alors vous avez fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Vous revenez maintenant, est-ce que vous pensez que les gens vont vous comprendre? N'est-il pas mieux pour vous d'être vous-même au pouvoir et tenir maintenant au bout, à amener jusqu'au bout vos propositions que vous êtes en train de faire pour le développement du pays? Mais vous ne me comprenez pas. Ceux qui font le pouvoir, c'est les Camerounais. Ceux qui désignent le chef de l'État, c'est les Camerounais. Oui. Et je dis très bien, nous nous adressons aux Camerounais. Ce projet-ci est présenté aux Camerounais. Si les Camerounais conviennent que nous puissions de nous tester par rapport à ce projet, mais les Camerounais savent nous donner la possibilité d'être président de la République. Est-ce que vous me comprenez? Si les Camerounais conviennent qu'on ne peut pas le faire, ils savent faire en sorte qu'on ne devienne jamais président de la République ici au Cameroun. Bien. Donc, c'est le peuple qui décide, ce sont les Camerounais qui décident. Et je vous l'ai dit clair et net, nous avons fait un pacte que nous avons proposé en 2011 aux candidats, ça n'a pas marché. Nous refaisons un projet que voici entre mes mains, que nous proposons aux Camerounais et nous ambitionnons d'avoir le pouvoir suprême pour le mettre en application. Et nous parlons aux Camerounais. Si les Camerounais veulent qu'on soit présent, ben, je suis prêt, mon cher ami. Très bien. Il ne faut pas porter les cornes pour être présent au Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. C'est donc ce que nous voulions entendre, puisque vous êtes prêts à apporter, tous ces éclairages pour illuminer la lanterne des uns et des autres. Oui. Nous allons prendre une petite respiration, le temps pour vous de mieux vous positionner, et nous allons revenir pour comprendre avec vous, point par point, les 40 mesures que propose le CRAC pour le développement du Cameroun par l'agriculture. Bien, il faut dire que nous sommes déjà rentrés dans le vif du sujet. C'est face aux internautes, c'est sur AAWTV Politique. Notre invité ce jour, Benan Djogan, il est le leader du CRAC, Croire au Cameroun, formation politique à travers laquelle il entend résoudre les questions de famine, notamment faire décoller le Cameroun à travers l'agriculture, à développer tout simplement au bout des 5 prochaines années. Comment est-ce que l'émission Face aux internautes va se dérouler? Il faut dire que l'émission Face aux internautes, dont vous avez fait l'amitié de répondre à l'invitation, se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, vous allez permettre aux internautes de mieux vous connaître. Vous allez faire une petite incursion sur votre vie scolaire, sociale, familiale et même professionnelle. Vous allez revenir dans un deuxième temps pour être donc face aux internautes qui sont ceux-là même qui animent cette émission, parce que ces derniers ont pas mal de préoccupations, ils ont beaucoup de questions auxquelles vous devez répondre, les questions qui tournent certainement, et là on ne demande pas, autour du développement de leur pays. Et puis la troisième halte et dernière de cette émission va donc vous imposer de donner votre avis sur quelques hommes politiques qui écument la scène avec vous, parce que vous êtes, il faut le noter, vous êtes désormais un homme politique. Après avoir appartenu à la société civile hier, aujourd'hui la pirouette a été très vite trouvée. Vous êtes là pour défendre vous-même vos différents projets, si le peuple vous l'accorde. Et puis l'autre temps fort que nous allons, l'autre petit arrêt que nous allons observer, c'est celui au cours duquel vous allez regarder la caméra et dire si vous êtes prêt à échanger en face à face dans le cadre d'un débat. Et c'est l'émission ici, une autre émission de AAWTV Politique, c'est le choc des titans. Si vous êtes donc prêt à être face à un candidat en course à l'élection présidentielle pour une confrontation de vos différents projets de société. Voilà un peu les 3 grandes articulations qui vont meubler ce programme. Si vous êtes donc partant, et si vous le permettez, on va respirer un peu et puis on revient sur le plateau. La première partie, ce sera pour l'échange.
Monsieur Benan Djonga, vous êtes le président de l'ACDIC, un mouvement de la société civile bien connu. Vous êtes aujourd'hui président du CRAC. Est-ce qu'on peut vous connaître mieux? Vous êtes né où? Vous appartenez à quelle partie du pays? Vos études primaires et secondaires? La vie professionnelle? Vous avez commencé à en dire un mot tout à l'heure. Oui. Mais les internautes souhaiteraient vraiment avoir, ils souhaitent connaître. On vous a toujours présenté comme un ingénieur agronome. Ce n'est pas faux. Nous, vous avons parfois vu vous déployer avec beaucoup d'énergie dans la défense des intérêts collectifs. Bon, écoutez, très rapidement, je suis né en 1955. Je suis né à Bangwa, c'est à l'ouest, c'est dans l'Undé. Mais j'ai grandi à Bameka, donc mon village d'adoption, c'est Bameka, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Bafoussam. Alors j'ai fait l'école primaire à Bameka, donc après j'ai fait le lycée classique de Bafoussam. Et c'est au lycée de classique de Bafoussam que j'ai eu le BPC et le probatoire. J'ai échoué le bac la première année au lycée classique de Bafoussam. J'ai échoué le bac 2 fois à Bafoussam. Parce qu'à notre temps, on faisait le bac en juin et puis on reprenait la session de septembre. Moi, j'ai échoué en juin, j'ai repris la session de septembre. J'ai aussi échoué, ça arrive, et j'ai migré. Et j'ai migré, c'était pour la première fois que j'arrivais en zone forestière. J'ai migré au lycée d'Obala. Alors c'est du lycée d'Obala que je suis parti. J'ai fait 1 an au lycée d'Obala. C'était ma première fois en zone forestière, il faut que je vous le dise. J'ai fait 1 an au lycée d'Obala et je suis parti du lycée d'Obala en passant le bac avec mention bien. J'ai passé 3 concours. Quand j'ai parti du lycée, j'ai passé le concours du LINSA, l'École nationale supérieure agronomique. J'avais passé le concours du CUS et puis j'avais passé le concours de l'aéronautique civile d'Algérie. Bon, un peu l'amour de la terre, ça m'a fait choisir facilement l'INSA. J'étais à Colbisson, où j'ai fait 5 ans à l'INSA. Quand je suis sorti de l'INSA, on m'a affecté à l'IRAD, à l'Institut de recherche agronomique. Et c'est cet institut que j'ai commencé avec mon perfectionnement. J'ai fait 1 an à Montpellier, où je me suis perfectionné sur les techniques de vulgarisation. Et puis j'ai fait 1 an aussi en Californie, aux États-Unis, où je me suis perfectionné en techniques de communication, de vulgarisation agricole. Bon, voilà un peu grosso modo. Quand on sortait de l'école à notre époque, ce n'était pas comme maintenant. En plus, je vois comment les jeunes ont toutes les peines du monde. Quand on sortait de l'école, on était directement embauché dans la fonction publique. On avait une bourse conséquente. C'est aussi compréhensible. Je pense que vous comprenez cela. On n'était pas nombreux. On entrait dans la fonction publique. J'étais fonctionnaire d'office. On m'a affecté à l'IRAD, comme je vous ai dit. Il s'est avéré qu'arrivé à l'IRAD, je fais la recherche. Je travaille sur les cultures fruitières, je travaille sur la morphosynthèse, la morphogenèse des arbres fruitiers, c'est-à-dire j'analysais la croissance des arbres fruitiers en termes de fruits et puis en termes de feuilles. Mais j'ai eu une chance inouïe dans cette époque-là. Il y a un groupe d'Italiens qui m'ont approché, c'était pour travailler un peu avec eux en milieu rural. C'est quelque chose que j'avais pris très facilement parce que quand j'étais à l'école, mon mémoire pour être ingénieur agronome, j'ai travaillé sur le ndolé, la culture du ndolé et les valeurs nutritives du ndolé. Donc moi, vous voyez là, je maîtrise cette plante-là du bout des doigts. J'ai fait 2 livres sur le ndolé, j'ai fait une bande dessinée sur les techniques culturelles et j'ai aussi produit un recueil sur les recettes de cuisine du ndolé. Bon, juste peut-être pour se distraire un peu avec votre autorisation, il y a 2 variétés de ndolé sur le marché même à l'heure actuelle. Il y a le ndolé avec les larges feuilles. On appelle ça le Vernonia calvoana, avec les larges feuilles. Alors, ça pousse dans les bas-fonds et dans les villes. Maintenant, le ndolé qui est un peu amer, les feuilles sont un peu plus petites, c'est le Vernonia amygdalina. Alors, si vous voulez obtenir un très bon ndolé à la cuisson, alors il est conseillé d'avoir une portion de ndolé qui est amer et 2 portions de ndolé qui n'est pas amer. Là, ça vous permet de garder une texture solide au ndolé et de garder aussi un parfum. Parce que voyez-vous, le ndolé a une amertume qui est comme l'amertume de la bière. Si vous buvez une bière qui n'est pas amère, vous ne pouvez pas ressentir le goût. C'est la même chose avec le ndolé. Alors donc, c'est des choses que nous avons réussi à expliquer, le ndolé aux arachides, le ndolé aux pistaches. Et je veux même vous dire que dans la vision que nous avons au CRAC aujourd'hui, moi, je suis un gars, comme vous voyez, extrêmement frustré en tant qu'ingénieur. Parce que, pour moi, aujourd'hui, en ville, on ne devrait pas avoir les jeunes dames qui lavent le ndolé, qui vont chercher le ndolé au marché. Non. Elles devraient pouvoir aller dans les supermarchés, prendre une boîte où il y a le ndolé aux arachides, à la viande, à la morue, et venir consommer à la maison. Ça, c'est le développement. Mais depuis lors, je suis sorti de l'École nationale supérieure agronomique avec ce mémoire, c'est en 1984. Jusqu'à aujourd'hui, je vois encore nos femmes qui passent le temps à laver les feuilles de ndolé. C'est comme si en matière de technologie, on n'avait pas avancé d'un pas. Et c'est ça, posé de manière la plus crue possible, le problème de développement au Cameroun, qu'on va y revenir tout à l'heure. Vous savez, si vous voulez l'exemple du ndolé, on devait être très loin aujourd'hui. Parce que je vais plus loin en disant ceci, un plat camerounais comme celui-là, on devait le trouver sur le marché à Paris.
Et il ne devait pas être consommé par les Camerounais à Paris. On devait réussir à le faire consommer à Paris par les Parisiens, non pas les Français. C'est ça qu'on appelle la mondialisation. Mais nous encore, on est incapable de ça. Bon, je ferme cette parenthèse, c'était juste pour me présenter. Oui. Il faut donc dire que quand vous êtes dans l'administration, dans la fonction publique, vous décidez de vous retirer. Non. Quand j'étais à l'IRAD, les Italiens m'ont amené à travailler avec les paysans. Au moment où je voulais déjà passer à la vitesse supérieure avec les paysans en milieu rural, le directeur de l'IRAD m'accorde une bourse pour les États-Unis où je devais aller faire 3 ans pour faire le doctorat. J'ai compris que si je pars aux États-Unis pour 3 ans pour faire le doctorat, je perds toutes les relations que j'avais commencées avec les paysans. C'est la première fois que je suis obligé de prendre une décision forte de ma vie. Et moi, j'étais tout jeune, je n'avais pas de responsabilité. J'ai décidé de ne pas aller aux États-Unis. Le directeur de l'IRAD m'a sanctionné, il m'a ramené au niveau du ministère de l'Agriculture. Quand j'arrive là-bas, je constate qu'on essaye de me mépriser. J'ai donc décidé de démissionner de la fonction publique. Donc, j'ai écrit une lettre manuscrite que j'ai déposée à la fonction publique en 1987 et je ne partais plus là-bas. Et j'ai créé le Sahil, vous voyez, avec la voix du paysan. Le premier numéro de la voix du paysan, peut-être je peux le montrer aussi ici, je ne sais pas si le caméraman est là, vous voyez, le premier numéro de ce journal, la voix du paysan. Je l'ai fait sortir en novembre 1988, quand j'étais au Sahil. Donc, après avoir démissionné en 1987, donc en novembre 1988, j'ai fait sortir le premier numéro de ce journal. Et autant que vous le sachiez, de 1988 à aujourd'hui, le numéro que j'ai entre les mains, c'est le numéro du mois. On n'a pas sauté un exemplaire. Donc ça c'est entre autres. À partir de là, vous avez tout compris. Parce que étant au Sahil, je découvre, c'est en 1996, je découvre que les activités que les paysans menaient en milieu rural consistant à élever les poules étaient plombées par la présence de poulets congelés sur le marché. C'est en 1999 que nous découvrons ça. Et nous réalisons que, avec le Sahil, où j'étais secrétaire général, on ne pouvait pas aller contre les poulets congelés tels que c'était sur le marché. Il fallait avoir une association qui permet de mobiliser les gens. C'est ainsi qu'on a créé l'ACDIC. Et j'ai laissé le Sahil pour aller à l'ACDIC. Et le premier combat avec l'ACDIC, c'était de lutter contre le poulet congelé, que nous avons gagné au mois de mars 2006 avec la signature de l'arrêt des importations de cours de poulet congelé au Cameroun, qui a cours jusqu'à ce jour. D'accord. Dans vos multiples sorties, vous faites du développement de l'agriculture votre leitmotiv. Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu à travers l'écrivain et agronome français que vous connaissez très bien, René Dumont, qui déclarait, bien connu, à travers son ouvrage intitulé « L'Afrique noire est mal partie ». Oh, tout à fait. Mais René Dumont avait raison. Sans limiter, en vivant notre propre expérience à nous, on est arrivé à la conclusion que René Dumont avait raison. Et encore aujourd'hui, il a encore toujours raison. Parce que, voyez-vous, le Cameroun, c'est un pays où 70% de nos populations vivent de l'agriculture. De ces 70% qui vivent de l'agriculture, vous avez 40% de... Pas simplement, vous avez 40% de nos populations de manière globale qui sont pauvres, avec 60% qui vivent en milieu rural. Donc, le Cameroun, c'est un pays pauvre. La base essentielle du développement du Cameroun, c'est automatiquement l'agriculture. Parce que si vous laissez l'agriculture de côté, mais dites-moi comment vous faites pour changer la qualité de vie de 70% des Camerounais. Quand on dit 70% des Camerounais, nous sommes 22 millions aujourd'hui. Ça veut dire que pour 16 millions et demi de population, ils vivent de l'agriculture. Il y a ceux qui produisent, ceux qui commercialisent. Quand vous arrivez au marché de Mokolo le matin, tout ce monde qui grouille là autour des vivres, ils vivent de l'agriculture. Il y a ceux qui transforment. Ils vivent de l'agriculture. C'est ça que vous réalisez. Dites-moi comment vous pouvez changer la qualité de vie de ces populations qui vivent de l'agriculture. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec le droit, ce n'est pas avec la science, absolument pas. C'est avec leur activité. Ce faisant, il faudrait peut-être que je vous en dise un mot. Ce faisant, il faut noter que nous avons une chance inouïe en tant que pays, parce qu'on a un potentiel naturel énorme qui puisse nous permettre de nous développer. Ce qui veut dire que les 70% qui vivent de l'agriculture n'y sont pas par hasard. Ils ont le potentiel naturel qui est là. Pour peu qu'on fait un claquement positif demain, et c'est ce que le CRAF veut faire. Quand vous entendez croire au Cameroun, c'est parce que, étant positionné, comme je vous l'ai dit là, parce que Ndjonga qui est devant vous, je connais toutes les régions du Cameroun. Pas au niveau des villes. J'ai dormi avec les paysans, chez les paysans. Je les connais. Et je connais ce potentiel. Et c'est de ça que je parle. Quand je dis décollage du Cameroun en 5 ans avec l'agriculture, on va voir comment. Et justement, nous en venons
développer, alors pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans, vous avez pris 40 mesures. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes déclinaisons? Juste quelques mesures, puisque les 40 mesures s'équivalent. Parce que, et les 40 mesures, j'attire votre attention. Il y a certaines personnes qui, par légèreté, qui caricaturent le projet du CRA pour dire que le projet du CRA n'est qu'agricole. Je vous donne 4 mesures qui sont dans des domaines différents. La première mesure consiste à la refonte et la réorganisation de l'État. Alors, si on convient que notre développement passe par le développement de l'agriculture, si on convient que la nature nous a donné un potentiel énorme pour développer l'agriculture, nous avons 5 zones agroécologiques au Cameroun. La zone sahélienne, la zone de haute altitude, la zone forestière, la zone côtière et puis la zone de haute savane. 5 zones. Mais nous proposons qu'on réorganise notre Cameroun en 5 zones agroécologiques. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, c'est une mesure des 40, par exemple, qui touche à la réorganisation de l'État. Vous aurez la région de l'extrême nord et la région du nord qui formeront une seule région. On pourrait appeler ça la région sahélienne. La région de l'Adamawa devient une seule région. Ça devient la région des hautes plaines. La région de l'ouest et la région du nord-ouest, une seule région. La région des hautes altitudes. On pourrait appeler ça les grassfields. La région du littoral et la région du sud-ouest deviennent une seule région. La région côtière. Et vous avez la région forestière qui est la région du sud, le centre et l'est. C'est ce que nous proposons. Et si on le fait, je glisse sur la seconde mesure qui va avec. Il faudrait qu'on pousse la décentralisation. C'est dans notre constitution la décentralisation. Nous n'inventons rien. Avant d'arriver sur l'accent à mettre sur la décentralisation, on dit tout simplement, à vous entendre parler, vous êtes dans le couloir de ce qu'on appellerait ici l'agriculture intensive, c'est-à-dire une agriculture qui va vers la production à grande échelle. Non. Pas de caricature. Nous avons affaire à une population de producteurs qui, à 95%, sont constitués de petits producteurs. Et c'est ces petits producteurs qui forment le 70% de notre population. Il faudrait qu'on accepte, nous devons inventer notre modèle de développement. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous nous inscrivons entièrement en faux dans ce qu'on appelle agriculture de seconde génération, agriculture de troisième génération. Mais absolument pas. Il est question pour nous d'inventer un système de développement basé sur l'agriculture qui correspond, 1, à la diversité agroécologique de notre pays, 2, à la diversité des producteurs de notre pays, et 3, au rôle central de l'agriculture dans le développement de notre pays. Avec cette position où on a en milieu rural un grand nombre de producteurs qui sont des petits, qui sont isolés et qui sont pauvres. Lesquels, en milieu rural, pauvres, isolés, on attend qu'ils puissent produire pour nourrir ceux qui sont en ville. Raison pour laquelle, en ville, le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Et pour nourrir ceux qui sont en ville, on importe. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, face à une équation comme celle-là, nous nous inscrivons dans un créneau qui va nous permettre plus tard d'inventer notre modèle de développement en nous appuyant sur notre richesse naturelle qui est l'agriculture. On se comprenne très bien. Il y a une question qui revient. Développer un pays à partir de l'agriculture, est-ce que c'est possible sans toutefois la moderniser? Mais non. Mais c'est un jeu d'enfant. Est-ce que vous me permettez de vous donner un exemple? Est-ce que si l'agriculture n'est pas modernisée, vous permettez que je vous donne... encore précaire. Laissez le mot moderniser. Qu'est-ce que vous entendez par modernisation? Vous avez 95% des paysans qui ont moins d'1 hectare. Vous voulez envoyer les tracteurs pour défricher 1 hectare? Ça fait des échecs. C'est pour ça que je vous explique. On doit inventer notre modèle de développement qui s'appuie sur l'agriculture et qui s'appuie sur notre réalité, sur ce que nous sommes. Et je fais très bien de vous décrire ce que nous sommes. Je vous ai demandé, si on avait du temps, je vous donnais un seul exemple. Et vous devez m'expliquer. Alors, si on a du temps, alors, si le CRA avait le pouvoir aujourd'hui, en 5 ans, je vais vous donner 3 villes, 3 villages. Il y a le village d'Ombessa, il y a le village de Ngaoundal, et puis il y a le village de Mbé. Donc je suis dans le centre, dans l'Adamawa, et puis je suis dans le nord, de l'est. C'est des bassins de production de l'igname. Vous avez remarqué. Ombessa, Ngaoundal et Mbé. On fait de ces villages les bassins de production de l'igname. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
On fait en sorte que, ça c'est une première mesure, une autre mesure que je devrais évoquer, c'est-à-dire les subventions sous forme de primes à la production. Qu'est-ce que la subvention sous forme de prime à la production? On met en place un système qui voudrait que si un paysan produit un nombre donné d'hectares ou bien de superficie d'une culture donnée, au moment de la récolte, le dit paysan bénéficie d'une subvention qui est sous forme de prime. Je donne un exemple, le maïs. Si un paysan fait un hectare de maïs là où il se trouve, au moment de la récolte, l'État lui donne 250 000 francs cash comme subvention sous forme de prime à sa production. Vous avez vu cette nuance-là? Je reprends cette prime à la production. J'arrive à Ngaoundal. Je dis aux paysans de Ngaoundal, si un paysan met en place un hectare d'igname, puisque c'est un bassin de production d'igname, c'est-à-dire agroécologiquement, la région de Ngaoundal est propice à la production des ignames. Je dis aux paysans, si un paysan met en place un hectare d'igname, il bénéficie d'une prime de 650 000 francs. S'il produit 25 tonnes d'igname, le 25 tonnes, c'est le minimum possible qu'on puisse avoir. Si je mets en place cette prime, vous allez voir qu'au bout d'un an, le nombre de paysans qui vont se lancer dans la production des ignames, ça va croître de manière exponentielle. Parce qu'ils gagnent sur ça. Je ne sais pas si vous voyez. À partir de ce moment-là, nous mettons en place un système qui permet de transformer les ignames en farine. Et on incorpore les ignames qui viennent de Ombessa ou bien qui viennent de Ngaoundal dans le pain consommé au Cameroun. Parce que la norme... La chaîne des valeurs. Mais tout à fait, vous avez tout compris. Parce que la norme va faire en sorte que le pain qui est consommé au Cameroun soit du pain enrichi aux farines locales. Si on a choisi les farines d'igname de Ngaoundal, on fait en sorte que Ngaoundal devienne ce qu'on appelle IGP. Indication géographique protégée de la production d'igname, qui a un parfum donné dans la fabrication du pain. Ça devient un label. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, je vous ai... Alors, si on en arrive à ce stade-là, de produire tant que ça l'igname à Ombessa ou en Ngaoundal, il faut faire la route, il faut apporter de l'eau pour l'irrigation, il faut vérifier si l'école est bien pour l'éducation des enfants. Parce que les parents, les populations, là, ils ont les moyens. Ils ont un pouvoir d'achat. Il faut vérifier si l'hôpital marche très bien. Il faut mettre en place un centre de recherche qui travaille sur l'amélioration des techniques de production et de transformation de l'igname. Vous allez voir qu'au bout de 3-5 ans, sur la base de l'igname, les populations d'Ombessa, de Ngaoundal et de Mbé, ils deviennent riches. Et la région devient riche. Et comment ils deviennent riches? Parce que sur le plan diplomatique, tous nos ambassadeurs, je pense l'ambassadeur qui sera en Belgique, il faut qu'il amène les Belges à venir goûter le pain enrichi aux farines locales d'Ombessa. L'Ombessa devient un centre touristique. Alors, du coup, nous demandons à l'élite de l'Ombessa et de Mbé de construire les hôtels à Mbé et à Ombessa. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ces hôtels qui seront construits dans ces régions, il y aura des visiteurs qui vont venir. Et il y aura des tours opérateurs. Je vous ai pris un exemple. Vous voyez qu'avec cet exemple-là, avec 3 villages, on balaye la transformation de ces villages et on révolutionne l'alimentation des populations en ville. Est-ce qu'en définitive, vous n'êtes pas en politique, cet homme qui prêche uniquement pour sa chapelle? Quelle est la place que vous réservez à d'autres secteurs de l'économie? Quel secteur? Donnez-moi un. Je vous ai parlé de la santé. L'économie, ce n'est pas seulement Mais je parle de l'agriculture. Un pays, ce n'est pas seulement l'agriculture. Non, c'est pour ça que je parle de la caricature. Ne vous inscrivez pas sur ce registre. C'est un registre qui est faux. Le CRA dit simplement ceci. L'agriculture, c'est le premier levier. Il y a plusieurs autres secteurs. Voilà. Il faut commencer quelque part. Il faut qu'on se comprenne très bien. Non. À d'autres secteurs de l'économie. Essayez de bien me comprendre. Une fois que le premier levier est agricole, ne sera diplomate camerounais à l'étranger que quelqu'un qui maîtrise le secteur agricole, la vente du secteur agricole. Je vous ai pris l'exemple du pain enrichi. Est-ce que vous comprenez? L'agriculture devient un prisme à travers lequel les autres secteurs sont observés. Pour être policier, il va falloir avoir une formation agricole. Ne riez pas. Parce que quand vous allez sur la route de Bala aujourd'hui, vous voyez un policier qui bloque une camionnette d'un paysan qui a de la salade ou qui a de la tomate sous le soleil. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ça veut dire qu'il ne peut pas être dans un pays qui... C'est un choix que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix que nous faisons. Prenons le cas de l'armée. Notre armée sera d'abord une armée de défense, oui, mais une armée de production.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand à l'EMIA, par exemple. Non, je ne sais pas si on se comprend. Moi qui suis devant vous, quand j'entrais à l'INSA, j'ai fait le service militaire en Gaoundéré. Tout jeune aujourd'hui, le service militaire sera le service agricole. Vous, journalistes, vous allez passer par le service agricole. Parce que si vous n'avez pas cette notion de base, dans votre journalisme, vous n'allez pas savoir vendre le Cameroun par rapport à ces choix d'orientation politique. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Et cette piste agricole, il n'y a pas deux. Donc la question qui va et qu'on se pose de manière très froide, si ce n'est pas l'agriculture, avec quoi d'autre on peut changer la qualité de vie des 70% des Camerounais qui aujourd'hui vivent de l'agriculture? Le Cameroun, c'est un pays pauvre, on nous le dit et on le sait. Mais dites-moi avec quoi vous faites décoller le Cameroun de manière inclusive. Il ne faut pas croire que c'est du bluff, non, absolument pas. Ce que je vous explique là, le document, ce que je vous montre, ce n'est pas le fruit des promesses. Nous étions jusque-là à quelques mesures. J'ai fait quelques mesures, vous imaginez. J'étais à quelques... Ça, ce n'est pas le fruit des promesses. Ça, c'est le fruit des diagnostics. Vous avez affaire à quelqu'un qui, depuis 30 ans, est en milieu rural. C'est sur la base de cette expérience, sur la base du diagnostic, que nous faisons cette proposition aux Camerounais. Et je ne sais pas si vous réalisez, vous avez parlé de l'espoir au début. Vous imaginez qu'on vous promet un décollage du Cameroun en 5 ans. Oui. Mais mettez-nous à l'épreuve. Le réflexe serait, au lieu de vous poser la question que vous posez à l'heure actuelle, qui est de dire que deviennent les autres secteurs, mettez-nous à l'épreuve. Vous allez croire rêver. Et pourtant, ce n'est pas un rêve, puisqu'on a le potentiel pour pouvoir le faire. Très bien, M. Dionga, c'est un plaisir de vous avoir. Les internautes disent, ils sont très contents de vous. Mais vous allez permettre quand même que nous posions des questions, telles que nous avons eu par courrier, même s'il est clair que les uns et les autres vont envoyer tout à l'heure, à partir de la messagerie. À vous entendre parler, vous êtes donc ici, que vous le vouliez ou pas, on va aboutir n'importe comment. Parce que parler de Mbé, parler de Ngaoundal, parler également de Dombessa, ça veut dire que ces zones qui sont des zones de prédilection, des zones donc... Les bassins de production de ces cultures. Pour l'igname. Ça veut dire qu'on devrait produire là-bas l'igname à grande échelle. Tout à fait. Mais la question, comment comptez-vous résoudre la question de la topographie du sol qui n'est pas toujours uniforme et pose de gros problèmes pour l'agriculture motorisée? Parce qu'on ne va quand même pas se retrouver en train de dire qu'on veut cultiver peut-être, on veut avoir une production qui équivalent à quelques 10 camions et qu'on se met toujours à travailler avec la houe. Mais vous êtes décidé à me vendre l'agriculture motorisée, mais je n'achète pas. Je n'achète pas ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La mécanisation au Cameroun, pour pouvoir l'implémenter, il faut d'abord sortir ce qu'on appelle le plan de mécanisation. C'est ça. Les régions du Cameroun, je vous l'ai dit, ne sont pas les mêmes. Nous avons 5 zones agroécologiques. Toutes les zones agroécologiques n'ont pas les mêmes capacités de supporter ce que j'appellerais à la limite l'agressivité de la mécanisation. Est-ce que vous permettez? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en faisant travailler des gens, hier, moi par exemple, je suis fils de paysan, je connais travailler, je connais faire le travail de la terre, est-ce que nous allons nous arrêter à l'outil rudimentaire? Mais qui a parlé de l'outil rudimentaire en tant que tel? Ce que je veux vous faire comprendre, quand je parle de diagnostic, en milieu rural aujourd'hui, le maximum qu'un paysan peut obtenir avec la machette ou bien avec la houe, on n'a pas encore la moitié de ça. Parce qu'il y a un autre problème qui est la paresse. Essayez de bien me comprendre. Mais on s'épuise, non? Essayez de bien me comprendre. Vous êtes dans de la théorie. 95% de nos petits producteurs n'ont pas plus de 2 hectares de terre. Déjà, à partir de là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème foncier qu'on aura à résoudre au Cameroun, si on s'en tient à ça. Parce que pour révolutionner la production et la productivité sur ces 2 hectares, si vous modifiez de manière substantielle la qualité des semences que vous donnez aux producteurs, ils gardent les 2 hectares. Ils multiplient la productivité de leur champ par 2. Si vous révolutionnez l'itinéraire technique, c'est-à-dire on leur explique comment il faut faire pour obtenir un bon rendement sur la même surface, ils multiplient leur production par 2. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or, à l'heure actuelle où je vous parle, vous avez encore près de 70% de paysans qui, en début de campagne, n'ont pas les semences qu'il faut. Ça peut être les semences d'arachide, ça peut être les semences de haricots, les semences de manioc, les semences de macabo, etc. S'ils n'ont pas ça, est-ce que vous comprenez? Donc, le problème essentiel aujourd'hui,
pour révolutionner notre production agricole, ce n'est pas forcément la mécanisation. Non. Il faut que vous intégrez cela. Et c'est en ça que je ne fais que vous dire. Nous ne devons pas aller copier notre développement à l'extérieur. Il nous faut l'inventer. Djonga qui est devant vous maintenant, je n'ai pas encore la solution en tant que telle. Mais je sens que les pistes que nous donnons, c'est des pistes à travers lesquelles nous nous approprions notre développement à partir du développement de l'agriculture pensé par nous, qui prend en compte 4 facteurs. Lesquels? Premier facteur, l'environnement. Dans l'une des mesures, la forêt, les ressources naturelles constituent pour nous une richesse qu'il faut jalousement protéger et le valoriser intelligemment. Il faut se comprendre très bien. Si c'est un axe. Si on parlait un peu de la valorisation de notre forêt, l'environnement, comment est-ce que vous comptez travailler, développer le pays par l'agriculture et maintenir la forêt? Non. Non. Je vous fais remarquer, le Cameroun a 475 000 km². On est d'accord là-dessus? De ces 475 000 km², tenez-vous bien, vous avez 15% de terres arabes. Sur les 15% de terres arabes que détient le Cameroun aujourd'hui, il n'y a que 29% qui sont mis en exploitation. On ne touche pas les forêts. Il n'y a que 29%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons encore d'énormes superficies de terres arabes qui ne sont pas mises en valeur. Il suffit de les identifier, de les cartographier, de faire l'analyse des sols dans ces régions, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et de faire en sorte que la production soit intelligemment mise en place sur ces terres qui sont naturellement vouées à la production agricole. On ne touche pas à nos forêts. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne faites pas comme si, avec la mécanisation, on sera obligé de détruire notre environnement. Je dis non. Il faut qu'on se comprenne très bien. Dans la division du pays en 5 régions agroécologiques, nous mettons l'accent sur le fait que dans la région forestière, la forêt doit être une richesse qui devra être extrêmement et intelligemment exploitée au bénéfice des populations de cette région, puisque chaque région a sa richesse. Ce faisant, à travers la formation de nos jeunes, par rapport à l'utilisation et la transformation du bois, la formation de nos jeunes par rapport à la protection des bassins forestiers et autres, on peut mettre en place des systèmes d'utilisation de notre espace forestier de manière excellente, au bénéfice des populations et au bénéfice de tous les Camerounais. Je vous donne un exemple. Chaque année, si vous permettez, chaque année au Cameroun, on importe pour environ 9 milliards de meubles, par les privés, par l'État et autres. Imaginez-vous, si on décide qu'à partir de demain, les meubles qui doivent figurer dans les enceintes administratives doivent être les meubles qui sont produits localement. Zéro importation de meubles de l'extérieur. Ça veut dire qu'on est obligé de mettre en place dans la zone forestière une dynamique de formation et de production et de transformation de ce bois-là en meubles. Ça devient une manière de valorisation qui est positive par rapport aux localités et qui est aussi positive par rapport à la richesse naturelle. Bien. Donc ces mécanismes existent et sont pensés dans les 40 mesures. Et jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai effleuré que 4 mesures. Bien. Pendant qu'on y est. Bien. Développer le Cameroun, le faire décoller à partir de l'agriculture. En 5 ans. En 5 ans, selon la vision qu'entend implémenter le CRAC, Croire au Cameroun, la formation politique dont le leader, M. Bernard Djonga, est donc sur le plateau avec nous pour répondre aux préoccupations des internautes. Nous revenons pour justement prendre les préoccupations des internautes et qui, la réalisation le signal, ont déjà commencé à être tout simplement nombreuses sur la messagerie de nos téléphones. A tout de suite pour la suite du programme. Cette émission, après cet échange sur le plateau, l'émission s'efface aux internautes sur AAW TV Politics. On est avec M. Bernard Djonga, qui est le leader du CRAC. 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture au bout des 5 prochaines années. Et voilà que les internautes, on a Black qui est très content parce qu'on parle de son village, beau village Ombessa,
Amadou dit que ce monsieur dans un pays occidental, aurait été au moins une fois ministre de l'Agriculture, vu ses compétences. Et là, nous sommes dans un pays de la République bananière où on nomme en fonction de son village. Mais vous semblez, monsieur, demander pourquoi est-ce que vous avez toutes ces compétences. Lui, c'est Emou. Dans un pays occidental, un monsieur avec toutes vos compétences aurait déjà été ministre de l'Agriculture. Pourquoi est-ce que vous refusez les postes ministériels? La raison simple. Alors que vous avez beaucoup de choses, vous maîtrisez, vous pensez qu'il faut regrouper le Cameroun en 5 zones agroécologiques. Vous avez parlé de l'igname, tout le monde est content. Pourquoi est-ce que vous refusez alors que vous connaissez la solution au problème? Vous avez vu un ministre ici dehors à qui on laisse libre cours pour travailler, ici dehors. Si j'avais été ministre, je serais à Kodengui aujourd'hui. Mais je vous le dis, regardez le système. Est-ce que vous seriez à Kodengui? Je dis, le système est ainsi fait. Vous pensez qu'on laisse les mains libres aux ministres pour pouvoir travailler? Citez-moi un ministre ici dehors qui a eu les mains libres pour pouvoir prendre des décisions. Et qui plus est. Et c'est pour ça que je profite pour le dire une fois à ceux qui nous écoutent. Puisque ce sont nos concitoyens. Oui. Ce projet-ci, ce n'est pas le projet d'un ministre, ça. C'est un projet d'un État. C'est le projet d'un parti politique. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et les mesures qui sont là pour pouvoir exécuter ce projet, c'est des mesures qui doivent être prises au plus haut sommet de l'État. Il faut que je vous le dise. Il faut qu'on se comprenne très bien. Parce que, il faut que je le dise aux internautes. Le CRAC n'est pas un parti d'opposition comme vous l'envoyez là-dehors. C'est un parti de proposition. Ils sont convaincus, ils disent que, mais oui. Est-ce que ça dit que dans un pays comme le Cameroun, on n'écoute pas, ils apprécient votre force de proposition, mais ils se demandent pourquoi est-ce que lui-même n'est pas dans les couloirs pour porter lui-même son affaire. Mais que les internautes posent la question au président Paul Biya. Ce n'est pas moi qui vous pose la question. Posez la question au système qui est mis en place. Bien, je vous ai expliqué. J'étais fonctionnaire. Hein. Demandez-vous pourquoi j'ai démissionné de la fonction publique. Je n'ai pas démissionné de la fonction publique en 87. Parce que j'avais compris qu'il n'y a pas moyen de travailler dans la fonction publique, tel que moi je voyais les choses évoluer. Pour venir rentrer, je sors par la porte pour entrer par la fenêtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le projet qui est ici, c'est un projet qu'on ne peut implémenter. C'est un projet de développement d'un pays et c'est un projet porté par un parti politique. Il faut que les gens comprennent ça. Bien. Il n'y a pas un ministère au Cameroun, depuis que je suis né, qui présente un projet de développement qui est rattaché aux missions de son ministère. Ça n'existe pas en tant que tel. Voilà, c'est le système. Il y a Benoît Dislav Patrikovistorn, bon, vraiment c'est très difficile à prononcer, qui dit pourquoi M. Ndjonga ne s'allierait-il pas au MRC, qui est actuellement, à son avis, la première force de l'opposition au Cameroun pour implémenter ce genre de projet pour le bien-être des populations paysannes et qui représentent quand même, d'après vos chiffres, près de 90-70% de la population. Pourquoi est-ce que vous ne vous alliez pas à une formation politique? Bon, MS, c'est la première fois de l'opposition. De quoi il en... Bon, si les militants du MS, il peut bien le dire. Sa vérité n'est pas une vérité nationale. Il faut quand même qu'on se le dise. Et encore une fois de plus, il faudrait que je répète ça. Le CRAC est un parti de proposition, pas un parti d'opposition. C'est ça. Et le CRAC met en avant le projet. Ma position depuis que je suis assis ici devant vous, vous n'avez pas peut-être remarqué. Le projet n'est pas parti de mes yeux depuis. Bon, vous avez remarqué ça. Ce n'est pas parti de mes yeux. Il s'appelle Rahim Andon. Monsieur Ndjonga, vous parlez très bien, il apprécie. Mais il vous dit, vous à la présidence, allons-nous seulement parler, évoluer avec l'agriculture? Oh oui. Est-ce seulement l'agriculture? Est-ce que vous n'êtes pas limité ou vous ne vous limitez pas vous-même dans votre progression? Mais je ne suis limité à rien. Puisque je vous explique qu'avec l'agriculture, le Cameroun décolle en 5 ans. C'est ce que j'explique aux Camerounais. Et j'attends qu'on puisse nous mettre à l'épreuve. Nous insistons au CRAC pour dire que l'agriculture, pour nous, c'est le premier levier. Quand vous arrivez en milieu rural, 45% des maîtres d'école du milieu rural sont les maîtres de parents d'élèves. Oui, et... Si eux, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir supporter ces maîtres, ça affecte l'éducation des enfants. Et c'est la même chose pour la santé. C'est la même chose pour les infrastructures. Et c'est en ça que nous disons ceci. Il faut que nos compatriotes nous comprennent très bien. L'agriculture, c'est le premier levier.
ça permet de développer la richesse et de faire que la richesse soit entre les mains de chaque Camerounais. Pour qu'on puisse s'attaquer aux choses comme l'éducation, comme la santé, comme la sécurité. Est-ce que vous savez que, c'est juste pour conclure, Oui. les 3 régions les plus pauvres du Cameroun sont lesquelles? L'extrême nord, le nord et le nord-ouest. Pourquoi? Par ordre. Et c'est les régions où on a l'insécurité aujourd'hui. C'est ainsi. Je ne sais pas si me fait comprendre. Je me base sur les chiffres des CAM 3. C'est les régions que je vous ai données là. La pauvreté à l'extrême nord est passée de 55% en l'espace de 10 ans, de 55% à 73%. Et c'est là où il y a l'insécurité. C'est pour vous dire que résoudre le problème de la famine, le problème de la pauvreté, aujourd'hui au Cameroun, est essentiel par rapport au problème de sécurité, par rapport au problème d'infrastructure. Il faut que nos compatriotes comprennent ça. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire ceci. Le véritable problème du Cameroun aujourd'hui, c'est la pauvreté. Vous avez, ici dans la ville de Yaoundé, vous avez près de 40% de nos compatriotes de la ville de Yaoundé, niveau moyen, qui passent le temps à courir derrière le quotidien, derrière le pain quotidien. Ce n'est pas avec eux qu'on peut parler de développement. Donc il faut qu'on accepte que ce n'est qu'à partir du moment où nous allons solutionner ce problème de famine, faire en sorte que l'argent circule entre les mains du plus grand nombre possible de Camerounais, pour que cela résolve leurs problèmes basiques. Ce n'est qu'à partir de là que nous allons envisager notre véritable décollage. C'est bien. Et c'est la piste sur laquelle nous nous inscrivons. Bien, il y a Marius Don là qui apprécie le développement d'un pays passe aussi par le numérique, M. Ndjonga. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous... Il vous demande donc, si on sortait un peu de l'agriculture, pour parler des autres projets maintenant, quelle est la vision du CRAC? Disons que le CRAC va faire décoller le Cameroun au bout des 5 prochaines années par l'agriculture. Ça, c'est quelque chose que tout le monde vous reconnaît. C'est possible parce que l'agriculture, c'est le pilier de notre économie. Maintenant, venons-en à d'autres secteurs. Quelle est la place que vous réservez au numérique si le CRAC arrive au pouvoir? Je lui réponds. L'agriculture est le premier levier. Et c'est le prisme à travers lequel il faut voir les autres secteurs pour un début. L'une des mesures ici voudrait que nous mettons en place le fichier des producteurs. Voudrait que chaque paysan ait son carnet. Et dans le carnet de ce paysan, on doit avoir ce qui lui manque en début de campagne pour effectuer une bonne récolte. Pour chaque paysan. Le nombre de jeunes dans l'informatique qui doivent travailler pour nous mettre en place les fichiers des producteurs. Je dis bien dans le domaine de l'informatique. Dans les régions et dans les villages. C'est énorme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il est question que lorsque vous tapez sur votre clavier, vous posez la question de savoir il y a combien de femmes en Guelmendouka qui font dans la production du manioc et elles récoltent quelle quantité par an. Mais c'est les informaticiens qui vont le faire. Bien. Et vous allez voir qu'ils contribuent avec leur savoir-faire dans la production de la richesse et au développement de l'agriculture, et pour eux et pour les producteurs. Bien, et c'est ça ce que nous proposons comme premier levier. Vous avez suivi cet exemple. C'est valable pour tous les autres domaines, même la médecine. Ok, dans un ouvrage de géographie urbaine, le professeur Prisodiken affirme que l'homme avance, la forêt recule, causant des sérieux problèmes de déforestation et par ricochet des changements climatiques et tout ce que cela comporte comme défi, comme effet néfaste sur l'environnement. Comment comptez-vous établir un équilibre entre la déforestation et l'agriculture alors que des sommets en sommet, les sommets se multiplient et demandent la préservation de la couche d'ozone, c'est-à-dire qui absorbe quand même, on demande de protéger les forêts qui sont l'un des plus grands moteurs d'absorption du gaz carbonique. Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que toujours... quand on a posé cette question, on revient avec Eddy Marco qui dit « Bonjour messieurs, ne pensez-vous pas qu'il est temps de laisser un peu de côté l'agriculture et regarder d'autres projets parce qu'on vous reconnaît déjà qu'il est possible, vous maîtrisez tout de l'agriculture, mais est-ce que le CRAC va évoluer seulement du premier jour jusqu'à la fin en parlant toujours agriculture? Quelle est la place que vous réservez à d'autres secteurs de l'économie? Attendez, le problème ce n'est pas les autres secteurs de l'économie. Le problème, c'est l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Qu'on se comprenne très bien. C'est ça, si vous permettez. Le problème, c'est l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. En l'état actuel, le secteur qui nous permet d'améliorer de manière efficace, de manière inclusive,
la qualité de vie de nos concitoyens, c'est le secteur agricole. Vous me parlez de la destruction de la forêt dans un contexte où il y a un changement climatique. Mais c'est le cafouillage. Parce que malgré le fait que vous décrivez cette mauvaise gestion de notre environnement, la pauvreté ne fait qu'augmenter. Et surtout dans ces régions-là. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit qu'on détruit la forêt, on dit qu'on contribue à l'aggravation des changements climatiques avec les populations qui sont pauvres. Ça veut dire qu'il y a un problème, si vous permettez. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce que nous proposons, c'est une gestion, et j'insiste là-dessus. On ne nous a pas laissé le temps d'inventer notre modèle de développement qui correspond à nos préoccupations essentielles, qui correspond à notre environnement et qui correspond à nous-mêmes. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de vouloir prendre entre les mains. Quand nous l'aurons eu entre les mains, et je vous l'ai dit dans les 40 mesures, vous avez la prise en compte d'un développement inclusif. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas certains des Camerounais qui vont être abandonnés en bordure de route parce qu'il y a une minorité qui s'enrichisse de manière incontrôlée. Il n'y aura pas ça. Deuxièmement, il n'y aura pas notre environnement qui va être détérioré avec le risque dont vous évoquez de changement climatique qui doit affecter le futur de nos enfants. Il n'y aura pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous voulons mettre en place un système de développement qui colle avec la réalité agroécologique et avec la réalité naturelle de chacune de nos régions. Ça demande un courage. Il faut que je vous le dise. Oui. Il faut à la limite être fou pour pouvoir choisir cette direction-là. Parce que je vois, quand vous parlez en tant que journaliste, très souvent, les mots qui reviennent dans vos bouches, c'est les mots qui sont prêtés de l'extérieur. La mécanisation. D'où vous vient le mot mécanisation alors qu'on n'a jamais utilisé ça ici chez nous? C'est parce que vous voyez à la télévision, les farmers qui sont avec leur chapeau sur des grandes machines, vous rêvez que c'est ça qui doit être ici chez nous. Je dis non. Nous devons inventer notre modèle de développement agricole et notre modèle de développement de manière globale. C'est ce que le CRAC est en train de vouloir proposer aux Camerounais aujourd'hui. Et ce n'est pas facile d'accepter ce modèle et même de pouvoir le suivre. Mais je vous rassure, nous avons les moyens pour pouvoir l'appliquer. Très bien, mettez-nous à l'épreuve. On va cesser de rêver et revenir un peu sur la réalité, oui. Sur la réalité. Au Cameroun aujourd'hui, pour faire l'agriculture, qui est votre rêve, il faut déjà avoir la paix. Au Cameroun aujourd'hui, nous savons que vous venez vous-même de décrire des zones agroécologiques. L'une des zones agroécologiques du Cameroun aujourd'hui, c'est quand même la partie anglophone du Cameroun. Est-ce qu'il est possible de faire l'agriculture en étant en crise? Et qu'est-ce que vous préconisez pour la résolution de la crise? C'est la crise anglophone, c'est la question de Kelly et Yann qui demandent que, M. Djonga, à vous entendre, l'agriculture est le seul pilier pour le développement, bien sûr. Ceci étant, que pensez-vous de la crise anglophone? Ça, c'est Felsif aussi plutôt, qui demande comment est-ce que vous comptez résoudre la crise anglophone. Écoutez, c'est comme si la personne, dans la présentation, quand vous voyez tous les membres du CRAC... Pour aller au champ, il faut être dans la paix. Si vous permettez, je suis extrêmement heureux que vous le dites. Oui. Dans les propos, dans notre langage à nous, quand nous parlons, faire décoller le Cameroun en 5 ans avec l'agriculture, ça ne doit pas se faire dans un contexte de discorde. Ça doit se faire dans un contexte d'unité nationale. Ça ne doit pas se faire dans un contexte de conflit. Ça doit se faire dans un contexte de paix. Et c'est pour cela que j'insiste dessus. Quelle est la place que vous si vous permettez, je veux y arriver. La paix, ça se construit. Et la résolution de la crise anglophone? La paix, ça se construit. Même la crise anglophone, ça se construit. La résolution, ça se construit. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Je dis bien ceci. Dans le langage que nous tenons dès à présent, parce que ne perdez pas de vue, je vous ai parlé de la réorganisation du territoire national en 5 régions. C'est ça. Si on l'avait fait avant, dans la proposition qui est celle du CRAC, vous allez constater que peut-être que cette crise ne serait pas venue. Et si cette crise était venue, peut-être qu'on pouvait trouver la solution dans le fédéralisme, qui est un des choix que nous proposons au Cameroun, le fédéralisme. C'est-à-dire, pour nous, la décentralisation doit aller jusqu'au bout et atteindre le fédéralisme dans 5 régions qui correspondent aux 5 zones agroécologiques, dans lesquelles vous avez la région du sud-ouest qui avait la région du littoral, la région du nord-ouest qui avait la région de l'ouest. Quand vous prenez le nord-ouest et l'ouest, vous constatez que sur le plan socio-culturel, c'est la même région. Ça veut dire que ce problème anglophone, si on l'avait dans le contexte d'un fédéralisme où on a nord-ouest et ouest, on pouvait aller chercher la solution à ce problème dans les traditions. On pouvait aller chercher la solution à ce problème dans la culture. Il faut que vous le reconnaissiez et que vous l'acceptiez.
Et j'attire votre attention. Si on est dans un contexte de fédéralisme, avec le nord-ouest et l'ouest, on aurait à faire un État fédéral. Dans cet État fédéral, quand vous regardez le tableau aujourd'hui, la population du nord est supérieure à la population de l'ouest. Donc, dans cet État fédéral, la population du nord, dont la population anglophone, serait majoritaire dans l'État fédéral. Qu'on se comprenne très bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens de la zone anglophone disent qu'ils sont minoritaires dans le Cameroun, c'est 16%. Si on avait un État, comme je vous l'ai expliqué, ils seraient majoritaires dans cet État, puisqu'ils vont coter 52%. Ça veut dire qu'ils auront une décision forte sur la transformation de cet État fédéral qui est dans cette région-là. Vous êtes en train d'insister pour trouver la solution du crack. Je vous le dis, je n'ai pas fini. La solution que propose le crack... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est quelque chose qui devrait aller de soi. Et c'est la même chose pour le sud-ouest et le nord et le littoral. Parce que voyez-vous, les deux régions, nord-ouest, sud-ouest, sont séparées par l'ouest. Bien, il y a cette autre question d'internaute qui arrive. Vous appelez donc, tout le monde veut s'aligner dans le développement du Cameroun par l'agriculture. Parce que l'agriculture, il ne faut pas, comme on dit, la terre ne ment pas. Il y a la question des jeunes. Les jeunes, comment est-ce que vous comptez faire? Comment est-ce que vous comptez les accompagner dans un retour à la terre? Nous n'avons jamais dit. Nous n'avons jamais dit que tout le monde va aller dans l'agriculture. Mais non, nous ne l'avons jamais dit. Bon, maintenant, il y a si les vous jeunes permettez, qui veulent, je vous réponds. Il y a les jeunes qui veulent faire l'agriculture aujourd'hui. Pour faire l'agriculture, il faut avoir les moyens. Les jeunes, moi, supposez que moi je suis en ville. Je veux rentrer au village parce que j'estime à un moment que ça ne me sert plus à rien de rester là. Il faut que je rentre, travailler la terre, qui peut me donner quelque chose. Être capable aujourd'hui, et ça c'est une question de Kelly et Yann, qui demande, un jeune aujourd'hui, il rentre au village, il veut faire l'agriculture. Vous, au CRAC, vous l'accompagnez comment? J'invite Yann. Qu'est-ce que vous lui proposez? J'invite Yann et tous les autres qui nous suivent de tout faire pour entrer en possession de ce document. Il y a tout ça dans ce document. Si vous permettez. Parce que dans ce document, une des mesures, qui est l'insertion des jeunes à l'agriculture, nous avons fait une expérimentation qui nous a permis de tomber à la conclusion qu'il va falloir dégager 6 millions de francs pour prendre un jeune en ville, l'installer en milieu rural pour qu'il devienne un entrepreneur agricole. 6 millions par jeune. Et dans ce document-ci, nous proposons que pour chacune des 5 régions, que pour chaque année, on dégage 15 milliards de francs pour aider les jeunes à s'installer en milieu rural. Parce que pour nous, dans les 6 millions de francs, il faut qu'on se comprenne très bien. Le milieu rural, ce n'est pas une région où les jeunes vont se cacher pour mourir. Donc, les jeunes qui vont en milieu rural, ils doivent avoir la possibilité d'avoir le réseau, de suivre leur match de la Champions League. Et ces conditions sont remplies avec les 6 millions de francs. Ce faisant, en proposant 15 milliards de francs par région pour les 5 régions, ça fait 75 milliards de francs chaque année que nous proposons pour pouvoir installer les jeunes en milieu rural. Et avec les 75 milliards de francs, ça fait 12 500 jeunes, à raison de 2 500 jeunes par région. C'est ce que nous proposons dans ce document. Et dans ce document-ci, et dans les calculs que nous avons faits, nous avons vu maintenant le revers. Qu'est-ce que les jeunes qui s'installent en milieu rural apportent à l'économie nationale? Mais vous ne pouvez pas réaliser. C'est formidable. Pour s'en tenir toujours aux mesures CRAC, aux mesures que, pour revenir donc à l'accompagnement des jeunes vers l'agriculture, l'une des mesures du CRAC, c'est que vous proposez ici, dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse, vous comptez octroyer jusqu'à 6 millions de francs CFA à chaque jeune comme fonds de démarrage pour un retour en campagne. C'est une façon pour vous de l'encourager à y devenir un entrepreneur agricole. Mais, M. Djonga, on est bien curieux de savoir comment est-ce que vous comptez faire pour suivre toutes ces dépenses-là, tout ce partage d'argent, si on peut dire ça ici. Comment est-ce que vous allez suivre et vous assurer que les 6 millions que vous avez donnés à un enfant, il les a véritablement destinés au travail de la terre quand il est plus grand, le risque des uns et des autres à aller chercher leur paradis en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a par exemple, le gouvernement actuel a des projets, le PIACI, le PAGEU, on donne de l'argent et puis subitement on se rend tout simplement compte que les jeunes n'ont pas travaillé, ils sont plutôt en Europe. Comment est-ce que vous allez faire pour garantir, pour éviter la volatilité de l'argent? Il faut que vous le sachiez. Quand on parle de l'agriculture, parce qu'on revient dessus depuis le début, il s'agit des activités agro-silvopastorales, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage et autres. Ça, c'est un premier niveau. Il est question de savoir... Il s'agit de son penchant, tout cet argent-là. Il s'agit de son penchant agro-industriel, c'est-à-dire les PME, les permis de transformation et de commercialisation. Quand nous avons parlé des subventions sous forme de prime à la production, c'est la même chose pour la jeunesse. Nous avons proposé, et c'est une des mesures ici dedans,
qu'on va mettre en place une agence qui aura pour mission de gérer ces fonds. C'est la même chose pour la jeunesse. Il y aura une agence qui sera mise en place pour pouvoir gérer ces fonds-là. Et qui va s'assurer de la traçabilité. Mais bien évidemment. Et c'est en ça que le plus gros pas qu'on aura fait, c'est la mise à contribution de nos gens qui maîtrisent l'informatique aujourd'hui. Voilà. Parce que tout sera établi sous forme, tous les fichiers tout sera informatisé. Ce qui fait qu'il sera nettement plus facile de suivre ces fonds. J'insiste dessus. Les propositions que nous faisons ici, là, j'insiste toujours dessus. C'est le fruit d'un diagnostic que nous avons fait sur 30 ans. Et vous vous souvenez, nous avons travaillé sur la corruption au niveau du ministère de l'Agriculture. Voilà. Il y a une des mesures que nous proposons corrige ce que nous avons observé à l'époque. Ici, dedans, il est dit noir sur blanc qu'un ingénieur agronome, un technicien, il ne doit pas toucher à l'argent. Il doit mettre sa technique au service des paysans. C'est parce que vous voyez là-bas dehors aujourd'hui. Tout à fait. Il va travailler, mettre sa technique. L'étude des sols. Tout à fait. Maintenant, on crée une agence où il y a des personnes qui sont spécialisées dans la gestion de l'argent. C'est bien. Et ces structures seront décentralisées. Vous voyez qu'en agissant ainsi, on corrige énormément les écarts qui font cours aujourd'hui en ce qui concerne la gestion des fonds destinés à l'accompagnement, même de la jeunesse, comme le jeune a posé la question. Très bien. Il y a Béatrice Mbata qui dit « Où est passée la bataille contre le poulet congelé ?» Safi Star, depuis les USA. Safi Star, donc la bataille contre les poulets congelés. Non, mais on l'a gagné. On a gagné la bataille. La décision d'interdiction des importations du Cameroun, de poulets congelés au Cameroun a été signée en mars 2006. Depuis le mois de mars 2006, il n'y a plus d'importation de poulets congelés au Cameroun. Les poulets que vous voyez sur le marché de manière résiduelle, c'est les poulets qui entrent frauduleusement par QC ou bien par le bateau, par Kribi, etc. Et c'est une quantité extrêmement infime. Et dans la période donc, de mars 2006 jusqu'en 2016, en l'espace de 10 ans, on a multiplié par 5 la production du poulet au Cameroun. Bien. En 2016, la grippe aviaire est venue faucher les producteurs. Et à l'heure actuelle, on est encore en train de se battre pour sortir des dégâts causés par la grippe aviaire de 2016. Il y a Kelly et Yann qui vous dit, à votre niveau, M. Djonga, qu'avez-vous déjà entrepris en ce jour pour que les différentes associations dans le secteur agricole, pour les différentes associations dans le secteur agricole qui peinent à faire des barrières à faire barrières aux macro-industries étrangères. Qu'avez-vous déjà entrepris à ce niveau? On sait que il y a des choses qui arrivent. Non, ne faites pas comme si l'ACDIC c'était le ministère de l'Agriculture. Il y a tout un ministère avec les moyens pour ça. L'ACDIC, là où nous avons travaillé, nous faisons dans le plaidoyer et le lobby. Dans la dénonciation. Dans la dénonciation, et nous interpellons les gens. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en politique. Donc une question comme celle-là, c'est une question qui n'aurait pas cours si vous nous donnez le pouvoir d'implémenter ces 40 mesures, puisque ce sont des problèmes qui seront entièrement résolus. On a prévu résoudre tout ce type de problème-là dans les 40 mesures que nous proposons aux Camerounais. Mais il y a quand même que ces internautes, il y a Stéphane Castefo. Monsieur Djonga, selon votre programme, c'est l'agriculture. Tout votre programme de développement n'est basé que sur l'agriculture. Pouvons-nous avoir un exemple concret d'où viendrait cet argent pour promouvoir cette relance agricole, car nous aurons besoin de finances? Oui, bien évidemment. Comment est-ce que vous comptez financer les jeunes? Où est-ce que vous allez prendre l'argent? Il viendra d'où l'argent avec lequel vous allez les accompagner dans le développement de leur agriculture, dans la mise en place et le développement de projets agricoles? On n'aura pas besoin d'un 5 francs qui vient de l'extérieur. Jamais. Et à l'heure actuelle, si vous permettez, à l'heure actuelle, quand je prends la loi de finances de 2018, le budget annuel du Cameroun, c'est 4 500 milliards de francs. Dans les 4 500 milliards de francs, j'espère que vous le savez, vous avez 2 500 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire l'impôt, c'est-à-dire la douane, c'est-à-dire la TVA et autres, le contribuable. Vous avez 500 milliards qui proviennent des recettes pétrolières, c'est-à-dire le pétrole. C'est ce que nous gérons aujourd'hui. Le véritable problème que nous posons aujourd'hui, c'est le problème d'utilisation de ces fonds. Donc, en améliorant la gestion de ces fonds, puisque nous avons décidé que l'agriculture sera le premier levier de notre développement, on réorganise ce budget-là en mettant donnant l'accent sur l'agriculture, dont l'insertion des jeunes qui sont les artisans. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de 75 milliards de francs pour installer 12 500 jeunes au Cameroun dans les 5 régions par an.
Et c'est ce que les gens ont apprécié. Mais vous voulez dire qu'on va manquer 75 milliards de francs? Bien. Vous avez pris ça pour acheter les boîtes d'allumettes que j'ai vu, vous avez distribué là dehors. Et du coup, on vous pose la question de savoir, oui, qu'est-ce que vous pensez du détournement des fonds au Cameroun? L'argent volé par les ministres qui se retrouvent la plupart du temps en prison et autres. Que pensez-vous du détournement des fonds et par les prisonniers politiques? Et comment est-ce que vous allez travailler pour arrêter la saignée? Je suis autant scandalisé que tous les Camerounais. Et je prends sur nous, la réflexion que nous menons au CRAC, c'est de dire, un des gros problèmes de détournement, de la corruption ici chez nous, c'est les problèmes de mœurs. Si on commence petit à petit à résoudre les problèmes de mœurs, les problèmes d'équité dans notre société, vous allez voir que la corruption va régresser. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on mette l'homme qu'il faut là où il faut et que tout le monde le sache. C'est déjà un très grand pas. Hein? Je dis bien, mettre l'homme qu'il faut là où il faut. Imaginez que tous les Camerounais soient soumis aux mêmes règles de sanctions, ou bien de sanctions positives ou négatives. C'est-à-dire la justice. Vous allez voir que la corruption va diminuer. Si on met en place un système de contrôle qui oblige la participation des populations, la corruption va diminuer. Monsieur, je voulais vous donner un exemple par rapport à ça. Oui. Il y a cet internaute qui s'appelle Tande Baliama. Il dit, pour développer l'agriculture, il faudrait également avoir l'autonomie financière. Que pensez-vous du franc CFA aujourd'hui? Ah oui, je pense le Cameroun devrait avoir sa monnaie. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais ça ne doit pas être décidé par un parti politique. Nous avons clairement dit qu'en passant par un référendum, on peut facilement résoudre ce problème de franc CFA. Je pense que la position du CRAP concernant le franc CFA est tout à fait claire. Nous sommes partants pour dire qu'une économie comme la nôtre devrait avoir sa monnaie. Mais dans le contexte actuel, il va falloir contrôler cette monnaie et faire en sorte que ce soit une décision prise par tous les Camerounais. Et c'est ce que nous proposons. Il y a Noël Dounsop qui vous salue et dit bonne émission, bonne intervention. Mais M. Ndjonga, comment comptez-vous résoudre le problème de poulet importé? Vous en avez déjà parlé. Mais lui, il dit, je veux ici dire les œufs importés pour obtenir les parentaux. Je pense qu'il faut penser à développer la recherche de manière à avoir une filière totalement locale, développer le poulet rustique local. 100% d'accord avec lui. Oui, il faut développer les capacités de production locale. Je suis d'accord avec lui. Comment est-ce que vous comptez y arriver? Mais tous les problèmes de décision. C'est-à-dire, il faut mettre en place les moyens, donner les moyens au niveau du centre de recherche pour que la recherche soit orientée vers cet objectif. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir du jour au lendemain. Mais il faut s'inscrire dans une dynamique qui permet d'obtenir cela. Parce que, voyez-vous, dans beaucoup de mesures que nous prenons ici, vous ne m'avez pas posé la question, mais elle est centrale. Il faut avoir les hommes pour porter ce projet. C'est ça. Des hommes qu'on va avoir à former. Quand je vous ai parlé de Ngaoundal tout à l'heure, vous ne m'avez pas poussé à vous dire que nous avons prévu des jeunes qui vont aller à Ibadan pour pouvoir se former sur la transformation de l'igname. C'est ça. Sur la commercialisation des ignames. Donc, il y a une phase, c'est par étapes, c'est de manière graduelle que nous consommerons certaines de ces mesures. Il y a des mesures qui seront prises dès le départ et d'autres, on mettra en place des dispositions qui puissent nous permettre de pouvoir les atteindre au fil du temps. Il y a Joël Mix qui vous dit, donc si M. Ndjonga, le CRAC, c'est ce parti qui compte donner à manger aux Camerounais parce qu'ils ont faim, est-ce à dire qu'avec vous, on va se saouler de l'agriculture le long de votre règne? Quelle est la place que vous réservez au secteur énergétique, de l'exploitation minière, le secteur tertiaire, c'est-à-dire les industries de services? Je l'ai déjà dit. L'agriculture au niveau de base, c'est le secteur primaire. Et vous voulez qu'on parle un peu de l'exploitation minière. Quelle est la place que l'exploitation minière occupe dans le programme du CRAC? Si vous permettez. Le secteur primaire, c'est la production. Le secteur secondaire, c'est la transformation, l'industrialisation. Le secteur tertiaire, c'est les services. Nous sommes dans notre pays, le secteur secondaire et le secteur tertiaire marchent mal. Parce que le secteur primaire qui devait pousser à la production, pour qu'il y ait transformation, pour qu'il y ait service, ne fonctionne pas. Et comment est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que nous disons ceci. La solution du CRAC, c'est le premier levier, c'est la production. Une fois que nous avons dynamisé la production, nous accompagnons l'industrialisation à travers les PME et les PMI. Et c'est pour cela que dans les mesures concernant les subventions sous forme de primes à la production, nous parlons de primes à la production, même au niveau de la transformation, même au niveau du marketing. Parce que dans le secteur tertiaire, il s'agit des services. Vous ne pouvez pas développer les assurances, développer la banque, lorsqu'il n'y a pas un secteur lorsqu'il n'y a pas une production nationale qui existe, lorsqu'il n'y a pas un secteur secondaire qui est dynamique. Et c'est le mal de notre économie à l'heure actuelle. Ce que nous proposons,
c'est qu'on part de ce premier levier. J'ai toujours comme cette impression, il y a une partie de ceux qui nous écoutent. Ils veulent nous enfermer et nous coller l'étiquette de l'agriculture au dos. C'est comme si c'était mauvais, c'était comme une tâche indélébile. Je dis non, il faut qu'ils comprennent. Il s'agit d'un premier levier et c'est le prisme à travers lequel tous les autres secteurs sont vus. On ne veut pas dire que l'homme panga, on va laisser tomber l'homme panga. Le port de Kribe, on ne doit pas le valoriser. Mais absolument pas. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il faut remettre la machine de production en marche en essayant de faire en sorte que tout le bénéfice qu'on peut avoir à travers la dynamisation de notre secteur de production agricole soit gagné. Et il faut aussi qu'on se le dise. Choisir de faire de l'agriculture le premier levier de développement de notre pays. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Cela s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Il faut qu'on se le dise. Très bien. Il y a M. Onana Amba qui pense ici que, good day, is it not time to think about a big railroad project made in Cameroon? Agricultural products will need to be transported and a real project can help massive employment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'est-il pas temps de penser à l'ouverture de l'accès aux zones de production? Vous parlez de l'agriculture, il estime que votre discours il est un peu superficiel, vous maîtrisez certes le domaine, mais quelle est la place que vous réservez au désenclavement des zones de production? Je l'ai expliqué. Je vous ai pris le cas d'Ombessa. Si on fait de l'Ombessa le bassin de production d'Ignam et qu'on engage, il faut bien faire les routes pour transporter l'Ignam d'Ombessa vers Yaoundé. Là, on crée les routes en fonction de la production. Et c'est clair. Et Ombessa sera un bassin de production d'Ignam, comme on a d'autres régions qui sont bassins de production du maïs, comme Yagua est bassin de production du riz. Si on développe la production du riz à Yagua, on doit être obligé de voir dans quelles conditions on va transporter le riz de Yagua à Yaoundé ou bien à Douala, qui sont des zones principales de consommation. Voilà. Donc, on ne fait les routes qu'en fonction de la production. Donc, on sort un peu de cette logique qui disait que lorsque la route avance, le développement suit. Ça ne s'est pas démontré avec le temps. Il y a Jean-Joël Mix qui dit que ce que vous dites est vrai, il soutient votre discours. Et Laurent Chéri en disant, je crois que si les terres d'une CAM, d'une Noun, par exemple, sont vraiment exploitées agricolement parlant, toute l'Afrique entière va décoller à partir du Cameroun. Il y a un temps de Baliama qui dit, les Camerounais de la diaspora que nous sommes aimerions savoir ce que vous pensez des douanes quand on sait que pour une voiture à acheter ici à 500 € est dédouanée à 3 millions de francs CFA au Cameroun. Là aussi, quelqu'un est agriculteur, il veut avoir un véhicule, il a acheté à 500 € ici, il doit le dédouaner à 3 millions. Comment est-ce qu'il va faire pour faire décoller l'agriculture? Mais c'est une question intéressante. Puisque je vous dis, si nous avons fait de l'agriculture le premier levier, tout équipement qui entre dans la dynamisation du secteur agricole bénéficie d'allègement. Les gens qui sont en Allemagne, si vous importez ta Mercedes pour venir fumer ici, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous importez le tracteur, ça nous intéresse parce que ça influence directement la production agricole. C'est une vision, c'est un choix que nous mettrons en place. Il faut qu'on se comprenne très bien. Tout ce qui sera équipement, qui partira de l'extérieur pour le Cameroun pour dynamiser la production agricole, je pense que c'est des choses auxquelles on accordera le plus de facilité possible. Bien. Par contre, tout ce qui quittera l'Europe pour venir ici, pour concurrencer ou pour nous embêter. Je ne vous fais pas dire. Donc, je pense qu'on va prendre des mesures qui sont conséquentes à ces équipements, pour ainsi dire les choses. Il y a Stéphane Castefo qui vous dit rebonjour. J'aimerais savoir quelle position nos chefs traditionnels auront si vous êtes président et quelle est votre réaction face à la destruction du monument de Oumniobé par les chefs Sawa. Écoutez, déjà la place des chefs traditionnels. Je suis de ceux qui aujourd'hui regrettent amèrement le fait que je suis dans une région, moi je suis dans la région Bamileke, mais je constate qu'en région Bamileke, aujourd'hui, les chefs sont entrés même en politique. C'est quelque chose qui me chagrine énormément. Ça veut dire que les chefs sont sortis de leur champ de compétences. Je pense que la tradition a son rôle, a sa place. Pour autant que cette tradition est protégée et respectée et se fait respecter. Je ne sais pas si vous voyez. Or, on est en train de vivre une situation où il y a une dépravation de mœurs et il y a aussi le risque de dépravation des coutumes. Nous, on s'inscrit entièrement en faux
par rapport à ça. Alors, l'exemple que vous avez cité concernant le monument de Oumyobé, il faut encore comprendre, il faut essayer de comprendre ces chefs. Ne pas poser un acte qui n'était pas justifié. Je pense qu'il y a des cas de figure où il faut essayer de comprendre les gens qui posent des actes et de leur expliquer le bien fondé de l'existence d'un monument quelque part ou bien de l'absence d'un monument quelque part. Il y a nécessité de dialogue, à mon sens. Il y a Noël Doumsobmbou qui dit « Mais je pense tout doit aller de pair. Car si on produit d'abord avant de chercher à transformer plus tard, alors les premières années, les produits risquent d'être perdus. Il faut le faire parallèlement. La production, les routes, la transformation, tout doit aller de pair. » Comme pour dire que votre chronogramme doit être revu. Il faut déjà commencer par désenclaver au même moment qu'on est en train d'ouvrir les champs. Pour que les pertes se récoltent. On voit quand même toutes ces personnes-là qui sortent, qui transportent. Moi, un jour, je suis arrivé au marché du Fundi, il y a un moment qui était en train de pleurer toute sa cargaison parce qu'elle avait toute une dizaine de légumes. Il a plu, elle a passé peut-être une semaine, les légumes étaient totalement pourris. Oui, mais c'est ce que nous expliquons. Les zones de production doivent être désenclavées pour faciliter la circulation des produits. En l'état actuel. Il y a Eric d'Afrique qui dit, vous parlez de l'agriculture, est-ce à dire qu'avec vous, le Cameroun va devenir une république agricole? Ah oui, non. Notre vision, c'est de faire du Cameroun une puissance agricole. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le Japon, c'est une puissance technologique. Mais vous remarquez qu'au Japon, on apprend à coder aux enfants à partir de 2 ans. Nous avons pour ambition de faire du Cameroun une puissance agricole. Nous allons commencer à apprendre l'agriculture aux enfants à partir de la maternelle. Et c'est clairement dit. Et on assume ça entièrement. Il n'existera pas au Cameroun de l'école maternelle qui n'est pas connectée à une ferme qui a un champ et qui a un poulailler. Il faut que dès l'âge de 2 ans, que nos enfants commencent à comprendre d'où viennent les œufs qu'ils consomment, d'où vient la salade qu'ils mangent. Et ils vont grandir avec ça. Et ça qui fait naître les génies qui interviennent au niveau de la recherche dont vous avez parlé tantôt. Vous voyez, le Japon qui est une puissance technologique n'en meurt pas moins. Pour ça, tout le contexte se développe par rapport à ça. On a les pays qui sont pétroliers. Nous avons tout pour être une puissance agricole. Pour le développement de nos concitoyens. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui parlent de notre fixation sur l'agriculture, qu'ils proposent autre chose pour faire changer les qualités de vie de nos concitoyens. Il faut qu'ils comprennent que c'est la meilleure solution que nous avons entre nos mains aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Il faut qu'ils comprennent ça. Ceux qui voient la chose contrairement, qu'ils prennent le risque de se prononcer et de nous donner un chemin. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays où la plupart des populations est pauvre? Dans un pays où 70% de nos populations vivent de l'agriculture. Dans un pays où le gros de notre jeunesse est sur les mototaxis et court après le quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la meilleure question à répondre. Nous disons ceci. L'agriculture, c'est la meilleure solution pour un départ. Il y a Onana Amba qui convient avec vous, dit le Vietnam a basé son économie sur le riz et même sa monnaie sur le riz. Et c'est vrai. Il vous encourage. Et c'est vrai. Et il y a une question qui dit, restons dans le domaine de l'agriculture. Le nombre de foyers de production dans notre pays se trouve également logé. Ça, c'est une question à laquelle vous n'avez pas donné d'éclaircie. On dit, comment est-ce que les gens vont vivre dans la zone anglophone? Est-ce à dire que la crise, vous n'avez rien à voir avec la crise parce qu'on avait proposé, le CRAC a parcouru son programme, n'a proposé aucune solution réelle pour la sortie des crises dans la partie anglophone. Non, la crise a commencé. Est-ce à dire que ça ne vous intéresse pas? Mais comment vous pouvez dire? La crise a commencé il y a moins de 2 ans. Et elle s'est empirée devant nos yeux. Et elle continue à s'empirer devant nos yeux. Et soyons réalistes, il faut qu'on ait les yeux ouverts. Vous vous êtes un fervent défenseur. Et dès le départ. Comment font les gens de cette partie du pays aujourd'hui? On dit que le CRAC n'a pas de véritable solution. Non, mais je vous ai dit que le projet que nous proposons, c'est un projet qui ne se déroule pas dans le contexte où le sang coule. Que ce soit par guerre, ou bien que ce soit par fusil, que ce soit par... Je ne sais pas. Et ça ne se déroule même pas dans un contexte où les gens s'entremoquent entre eux. Ce projet que voici, j'ai insisté là-dessus. Donc quand vous dites que nous n'avons pas proposé de solution par rapport à la crise, mais je dis, mais non.
Dès le départ, nous avons été de ceux qui pensaient qu'il fallait qu'on lance un dialogue, qu'on essaye de se mettre autour d'une table et de discuter. Ça, c'est les aujourd'hui, hein? bien sûr, je leur réponds. Et aujourd'hui, ils sont en train de constater que la ligne rouge par rapport à cette crise est en train d'être franchie, ce qui est extrêmement dangereux. Ce qui est extrêmement dangereux, il faut le reconnaître. Vous êtes, si vous venez de prendre les coups, vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes sur AAW TV Politics. Nous allons bientôt amorcer la troisième partie de ce programme. Nous allons marquer un break avec la complicité de la réalisation et revenir pour permettre à M. Benan Djonga d'émettre son avis sur ces challengers, les leaders politiques auxquels il a dû proposer déjà son programme en 2011 et qu'il ne l'avait pas regardé. A tout de suite pour la suite de l'émission. Nous sommes toujours en direct sur AAW TV Politics. Le programme s'efface aux internautes. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Benan Djonga, ancien président, il est toujours le président de l'ACDIC, qui est une organisation de la société civile au Cameroun avec des forces de proposition. Les mêmes forces de proposition se poursuivent avec le CRAC, qui est Croix au Cameroun, son parti politique à travers lequel il a 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture au cours des 5 prochaines années. Maintenant, comme le veut le principe de cette émission, nous allons vous permettre de regarder la caméra, regarder et dire un peu votre avis sur quelques hommes politiques que vous aurez quand même à challenger dans le cadre de l'échéance de 2018. Le premier, c'est Paul Biya. Il est le président. Est-ce que j'ai à juger les hommes politiques? Non, vous émettez votre avis. Non, je vous ai déjà dit, dès le départ. Vous n'avez aucun avis à émettre? Essayez de me comprendre. Dès le départ, je vous ai dit qu'en 2011, nous avons proposé un pacte aux candidats à l'élection présidentielle. Les candidats n'ont pas accepté ce pacte, tout au moins celui qui a été élu. Il faut qu'on se comprenne très bien. Nous avons changé de fusil d'épaule. Nous avons commis ce projet-ci que nous proposons aux Camerounais. Nous ne proposons pas ce projet-ci aux candidats à l'élection présidentielle. Il faut qu'on se comprenne très bien. Nous l'avons déjà fait en 2011. Ça n'a pas marché. Nous avons décidé de le faire aux Camerounais. À l'heure où je suis devant vous, mais je parle aux Camerounais. Si je me tourne, comme vous dites là, je veux regarder les Camerounais, je ne veux pas regarder les candidats. Voilà, maintenant, on se dit que vous êtes un candidat, vous êtes un citoyen, un simple citoyen camerounais, c'est ce rôle que vous allez jouer maintenant. Vous dites, parce que vous serez appelé demain, vous n'avez rien à voir avec la politique, vous n'avez même pas 40 mesures que vous êtes en train de mettre pour le développement du Cameroun, vous êtes un simple citoyen. On vous dit, bon, voilà les hommes politiques qui sont en train d'écumer la scène avec la scène nationale. Mettez votre avis. Quelle est la lecture? Mais attendez, mais je suis candidat. Vous êtes... Oui. Là, pourquoi vous voulez que je sois un homme politique, un homme simple? Pour émettre, ça dit que vous avez une lecture à faire. On vous dit, allez conseiller peut-être un enfant. On vous dit, voilà, ils sont nombreux là pour que quelqu'un ne se trompe pas en allant mettre son truc dans l'urne. Parce que chez nous, nous sommes quand même des Camerounais, nous connaissons entre nous. Chacun, à l'approche de l'élection présidentielle, beaucoup de personnes se lèvent. Il y en a qui n'ont même pas de programme. On vous dit, un enfant, une grand-mère vous demande au village que pensez-vous de Paul Biya? Est-ce que je peux le voter? Vous allez répondre quoi? Écoutez, je veux dire ceci, et je le dis. Nous avons un projet que voici. Le CRAC n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti de proposition. Ça, on le sait. Nous proposons ce projet-ci à tous les Camerounais, sans distinction quelconque. Voilà, maintenant... Ni de parti, ni de religion, sans aucune distinction. Que vous soyez parti politique ou pas, les leaders dont vous parlez, nous leur proposons ce projet autant que nous le faisons à chaque Camerounais. Voilà. Et on s'en tient à ça. Alors, je dirais aux jeunes simplement ceci, écoutez, regardez le candidat ou bien le projet qui vous est proposé, que vous sentez que ça peut défendre vos intérêts. Allez dans cette direction. Là. Et je m'arrête à ça. Et le SDF alors, quelqu'un a dit tout à l'heure que, est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit important pour vous de vous allier au SDF, qui est la première formation politique camerounaise aujourd'hui de l'opposition? Question de la mener, surtout qu'aujourd'hui, le SDF semble avoir un candidat qui est plutôt très très ouvert.
M. Joshua aussi, qui va être candidat à l'élection présidentielle. Que pensez-vous de sa candidature, qu'il soit le porte-étendard du SDF à cette consultation électorale, surtout que lui, il est prêt à vous tendre la main pour dire voilà les mesures que j'aime, voilà ce avec quoi je pourrais développer le Cameroun. Que ce soit le SDF, que ce soit le RDPC, nous proposons ce projet sans aucune distinction. Et je vais vous le dire, le projet que j'ai entre les mains, pour un début, a été imprimé à 150 000 exemplaires. Et les 150 000 exemplaires, nous le distribuons dans la ville, dans les villages. Vous avez donné sans chercher à savoir si vous êtes de gauche, de droite, si vous êtes Non. On distribue le projet, on propose le projet aux Camerounais. Tous ceux que vous allez me citer en tant que leader politique sont d'abord des... mis en avant. Le projet soit mis en avant, puisqu'il va aider le Cameroun à décoller. Oui. Et du coup, quand un candidat comme celui du MRC entend ça, il dit voilà quelque chose qui me plaît, voilà ce que j'attendais, voilà quelque chose qui est bien également pour ma vision, pour le développement du Cameroun, notamment ce qui concerne l'agriculture. Mais c'est une très bonne chose. Je vous tends la main et vous allez dire je ne veux pas, M. Campbell. Il ne nous tend pas la main, écoutez. S'il dit que ce projet l'intéresse, il nous demande de lui envoyer 500 exemplaires. On est prêt. Est-ce que vous comprenez? On est prêt à lui porter les 500 exemplaires. Et c'est la même chose que nous ferons avec un citoyen lambda. À l'heure actuelle, vous allez remarquer que de politique, Djonga circule là où on l'appelle pour venir présenter ce projet. Et je vais partout là où on est invité pour pouvoir présenter ce projet. Il faut que vous essayez de comprendre. Ce que le CRAM met en avant, c'est ce projet. Et nous croyons dur comme fait en ce projet. Et nous disons simplement ceci aux Camerounais, et je le répète de par ma bouche ici, en tant que responsable du CRAC, nous attendons que les Camerounais nous mettent à l'épreuve. En 5 ans, le Cameroun décolle avec l'agriculture. Même ceux qui doutent, en 5 ans, nous faisons décoller le Cameroun par l'agriculture. Il y a Nadou qui estime que M. Djonga, vous devez vous plier au principe de l'émission et dire tout simplement, émettre votre avis parce que les autres sont passés, ils ont fait. Que pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'ingénieur, vous avez quand même beaucoup de connaissances sur le pays et vous pouvez également être un bon éclaireur. Il y a ces électeurs qui aujourd'hui sont totalement dans le noir, ils sont confus, ne savent pas souvent qui choisir, à qui accorder leur confiance. Et si on vous posait la question aujourd'hui de savoir ce que vous pensez d'un certain Serge Espoir Matomba, qui est un jeune qui est prêt à vous accompagner, et que direz-vous si vous tendez la main, si vous disiez grand frère, moi je veux venir à vous, comme cet internaute qui pose la question de savoir où est-ce qu'il peut trouver, vous dites avoir distribué plus de 150 exemplaires, plus de 50, où est-ce qu'il peut trouver votre programme? Il vient au siège. Il vient au siège du CRAC à Yaoundé. On a le siège du CRAC à Yaoundé à l'heure actuelle. Il va sur Internet, il a les adresses. Dans les réseaux sociaux, il y a plein d'adresses qui sont données. Je constate que vous... Je ne sais pas, il y a l'internaute qui a demandé que je puisse répondre à une question, mais j'insiste pour dire ceci. Au stade actuel, vous n'avez pas d'avis à émettre sur les autres hommes politiques qui écument la scène avec vous. Non, pourquoi vous voulez que je mette l'avis sur ces hommes politiques alors qu'ils sont, par rapport à ce projet, au même rang pour nous, notre considération, que les Camerounais ordinaires? Je vous dis très bien ceci. En 2011, nous avons fait un pacte que nous avons proposé aux candidats à l'élection présidentielle. 19 sur les 23 ont signé. Tant mieux. Et je leur reconnais cela. Mais 4 n'ont pas signé. Celui qui a été élu parmi les 4, nous avons compris que ce n'est pas vers les candidats qu'il faut s'orienter. Si laissez-moi finir. C'était qui les 3 autres? Les 3 autres qui ont refusé de signer? Non, le président de la République, le président Paul Biya n'a pas signé. Les 3 autres, c'était... Je n'ai plus les noms en tant que tel. Il y avait 4 dans tous les cas, dont le président de la République. Donc vous acceptez quand même que dans notre dynamique d'évolution, nous décidons d'évoluer seul. Nous n'évoluons pas seuls. Mais vous voulez me prêter les mots. Vous voulez jouer à ce jeu. Ce n'est pas mon jeu en tant que tel. Laissez-moi parler. Ah, il y a des moments où vous dites qu'il faut que je m'exprime, des moments où vous voulez me prêter les mots. Alors, je dis ceci. Nous sommes sortis de cette situation en 2011.
Nous avons commis un projet que voici en 2014. Et nous avons créé le CRAC. Nous avons décidé de proposer ce projet aux Camerounais, à tous les Camerounais. Et à nos yeux, à l'heure actuelle, ce projet est proposé à tous les Camerounais sans aucune distinction. Et c'est le projet que nous mettons en avant. Et nous disons prêts, et je vous sais gré de l'opportunité que vous m'avez accordée aujourd'hui pour parler à mes concitoyens à travers votre chaîne. Très bien. Je vous sais gré pour leur dire ceci. Nous sommes prêts à mettre en application les résolutions de ce projet au cas où vous nous donnez la possibilité de le faire. Et vous savez le faire. Ce n'est pas vers les leaders politiques qu'on a fait le projet. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Très bien. On n'a plus conçu ce projet vers les leaders politiques. Non, c'est pour s'adresser aux Camerounais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bien, voilà. Il y a cet internaute qui dit, puisque vous refusez, il dit, merci M. Ndjonga d'être venu à l'émission face aux internautes. Merci surtout d'être avec nous et nous apporter des éclairages sur des questions qui rythment notre vie. Mais cet internaute, lui, c'est Stéphane Castefo. Il dit, il est français et camerounais. Que pensez-vous de la double nationalité? Quelle est la place que vous allez lui accorder pour qu'il vienne au pays travailler dans l'agriculture? Bon, parce qu'aujourd'hui, il a peur, il s'est dit que chez nous ici, il paraît qu'on ne reconnaît pas la double nationalité. Non, pas qu'il paraît. Dans la Constitution, à l'heure actuelle, je pense on fait une lecture ensemble de ce que dit la Constitution à l'heure actuelle. Français, sa mère, le moment venu, camerounais, sa effectivement, française. Le moment venu, si ça constitue un blocage par rapport à notre choix de développement, je pense que le moment venu, on va tabler sur cette disposition et puis voir comment corriger cela pour que ce soit bénéfique pour tous les Camerounais. Il dit, donc, ça veut dire qu'il peut compter sur vous pour rentrer au pays. Mais qu'ils ne me disent pas qu'on la paye de rentrer au pays. À l'heure actuelle, on a des investisseurs étrangers, on a de tout horizon à l'heure actuelle au Cameroun. Il a la double nationalité. Il y en a qui n'ont même pas de nationalité, qui investissent à l'heure actuelle au Cameroun. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Très bien. Il dit merci. Dans le secteur agricole. Très bien. Il dit il est de tout cœur avec vous et il espère tout simplement que quand il va vous appeler, vous allez l'aider parce que lui, il voudrait rentrer dans son pays, travailler dans le domaine de l'agriculture parce qu'il peut avoir facilement des débouchés en Europe. Et justement, parlant des débouchés, quelle est votre vision? Que pensez-vous des accords de coopération économique, des APE? Bon, c'est des accords qui ont été prématurés. Vous souvenez que dans le cadre de l'ACDIC, nous avons été de ceux qui avons battu le pavé contre ces accords, les APE. Parce que nous avons trouvé que c'est des accords qui étaient négociés, qui étaient inéquitables. Parce que, voyez-vous, l'Europe nous donne la possibilité de pouvoir